Bonsoir à toutes et à tous pour ce webinaire organisé par la Fondation Gabriel Péri et la Fondation Rosa Luxembourg. Le thème que nous allons introduire ce soir est celui de la transformation des systèmes productifs pour construire une civilisation écologique. Pour discuter de ces sujets-là, ce soir, nous recevons Marie-Claire Caïto. Marie-Claire Caïto est ingénieure, présidente du groupe CGT au Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Marie-Claire Caïto a notamment été rapporteure d'un avis et d'un rapport du CESE en 2018 intitulé « Industrie, un moteur de croissance et d'avenir ». Nous recevons également Nicolas Dufresne, directeur de l'Institut Rousseau. Nicolas Dufresne est haut fonctionnaire, spécialiste des questions institutionnelles, monétaires et des outils de financement public. Et avec Alain Grandjean, il est notamment l'auteur de Une monnaie écologique, qui est paru aux éditions Odile Jacob en 2020. Nous recevons également Isabelle Delannoy, qui est ingénieure agronome, spécialiste du développement durable en France et auteure de la théorie de l'économie symbiotique. Isabelle Delannoy a notamment été autrice de l'économie symbiotique, Régénérer la planète, l'économie et la société, aux éditions Actes Sud en 2017. Et enfin, nous recevons Marc Dufumier, qui est ingénieur agronome et enseignant-chercheur français. Il a notamment dirigé la chaire d'agriculture comparée et de développement agricole à AgroParisTech. Et il a été interviewé par Olivier Lenaire et cet entretien a fait l'objet d'une publication intitulée « L'agroécologie peut-elle nous sauver ?», publiée aux éditions Actes Sud en 2019. Merci à vous d'avoir accepté d'intervenir ce soir et je laisse la parole à Alain Paganou. Bonjour et puis bienvenue à nos auditeurs sur Facebook qui nous rejoignent à l'instant. Bienvenue dans ce webinaire qui a été initié par Silomag, un web journal des pensées critiques, des pensées alternatives, qui repose sur l'association de la Fondation Gabriel Péri et des éditions sociales. L'initiative de ce soir, ce webinaire, a été travaillé aussi en partenariat avec la Fondation Rosa Luxembourg, qui soutient également le développement des idées alternatives. Et enfin, avec le web média Le Vent se lève, dont Lou Plaza est la représentante ce soir. Je les remercie pour leurs contributions respectives. Et je précise, puisqu'il faut présenter aussi ma personne, je suis un membre du conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péri. Alors, nos orateurs de ce soir sont 4. Ils viennent de vous être présentés. 4 parmi la trentaine de contributeurs du dernier numéro de Silomag intitulé « Vers une civilisation écologique ?» point d'interrogation. Et ce numéro du web journal a été travaillé aussi en partenariat avec la Fondation Rosa Luxembourg. Donc, 4 sur 30, leur objectif sera de vous alimenter d'idées nouvelles, originales, à partir de leurs articles, qui ne seront qu'un apéritif virtuel, une mise en bouche, mais quelle mise en bouche, on espère, pour vous intéresser à un menu forcément plus copieux, car plus diversifié, évidemment. Chacun des intervenants sera, avec sa sensibilité, ses expériences, pourra témoigner et répondre aux questions qu'on va leur poser. Et évidemment, ce soir, on ne pourra pas traiter tous les aspects de la crise écologique et des solutions pour s'en sortir, dont un certain nombre d'articles se font l'écho dans le numéro de Silomag. Voilà. Mais nos orateurs vont s'efforcer de défricher, à partir de leur propre expérience, déjà les quelques pistes qu'on va leur présenter. Et comme l'appétit vient en mangeant, j'espère que ce webinaire vous donnera l'appétit pour aller picorer d'autres articles sur les sujets complémentaires. Et je vais donc laisser la parole tout de suite à Lou pour introduire le premier sujet de débat. Merci. Avant de poser le premier sujet de débat et de poser une première question à nos intervenants, je voulais juste dire un mot rapide sur l'importance de cette question, la transformation des systèmes productifs pour construire une civilisation écologique et pourquoi elle fait l'objet des échanges de ce soir.
Donc le constat que nous faisons aujourd'hui est que l'urgence climatique et la destruction des écosystèmes sont intrinsèquement liés à nos façons de produire et de consommer. Donc ce modèle de mondialisation, de libre-échange qui a totalement déconnecté les lieux de production et des lieux de consommation et a entraîné une consommation énergétique démesurée, sans parler du pillage des ressources naturelles et de la destruction des écosystèmes. Et donc, on sait que le système de production actuel, tel qu'il a été développé, construit, nous met face à un mur et que nous devons impérativement en changer et être force de proposition. D'où l'intérêt de l'échange que nous allons avoir ce soir avec nos intervenants qui auront beaucoup de choses à dire sur le sujet, chacun avec sa sensibilité et son domaine de connaissances. Et donc, je voulais commencer ce débat, ces échanges, en introduisant le fait que le paradigme productiviste dans lequel nous avons longtemps été ancrés a pu contribuer à la dynamique de domination et d'exploitation que l'être humain exerce sur l'environnement et le vivant de manière générale. Et donc, ce changement systémique que nous devons mener pour construire une civilisation écologique n'est pas seulement technique, il est aussi éminemment politique. Et donc, je voulais d'abord vous demander, selon vous, quels sont les bouleversements conceptuels, les changements de regard que nous devons opérer pour transformer nos systèmes productifs et répondre à l'urgence écologique. Donc, je ne sais pas qui veut entamer la réponse. Peut-être Marc Dufumier, allez-y. Et ensuite, voilà, continuez. Et avant que M. Dufumier ne parle, je précise que les auditeurs pourront poser des questions aux intervenants dans le chat sur Facebook ou sur Zoom. Allez-y, Monsieur Dufumier, si vous le souhaitez. Oui, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors dans le domaine agricole, celui où j'ai quelques petites compétences, il nous faut effectivement changer complètement de paradigme. On a qualifié l'agriculture, que moi je qualifie volontiers d'industrielle, de conventionnelle, comme s'il y avait des conventions et que c'était un petit peu admis. Ça, j'en suis pas complètement sûr. Disons, on la qualifie de productiviste. On verra que souvent, ça veut dire pour beaucoup d'agronomes, améliorer un rendement, c'est toujours l'accroître, un rendement à l'hectare. Et on a un peu oublié, donc c'était le produit brut qui était envisagé, et on a un petit peu oublié, honnêtement, les coûts de cette agriculture hautement productive à l'hectare, c'est-à-dire qu'on détruit des engrais, on détruit des produits pesticides, on brûle des carburants, on use des tracteurs, on use des machines. Et même en termes monétaires, si on était intéressé que la contribution de l'agriculture au revenu national net des différentes nations, même en termes monétaires, notre agriculture hautement productive à l'hectare n'est pas forcément très créatrice de valeur ajoutée à l'hectare. Donc déjà, premier changement de paradigme, ne pas dire qu'améliorer un rendement, c'est toujours l'accroître. L'idée, c'est plutôt d'améliorer un revenu pour permettre le bien-être des paysans et de produire suffisamment. L'enjeu, il reste quand même de nourrir une population croissante, de la nourrir correctement, durablement, sans préjudice pour les générations futures, sans pollution majeure. Et effectivement, aujourd'hui, dans le changement de paradigme, on comprend que dans les coûts, il n'y a pas que des coûts monétaires, il y a aussi des coûts environnementaux qualifiés par les économistes donc d'externalités négatives, à savoir que le lait pas cher, il nous coûte très cher, on paye des impôts pour retirer les algues vertes. Le pain pas cher, il nous coûte très cher parce que pour qu'il n'y ait pas d'atrazine dans l'eau du robinet, on est obligé de la dépolluer et du coup, le coût de l'eau potable, le coût de l'eau du robinet nous coûte très cher. Il y a évidemment le coût des pollutions et du mal-être lié aux pollutions. Il y a aussi évidemment des conséquences sanitaires, à savoir que notre élevage avec des animaux confinés, en espace confiné, shootés aux antibiotiques pour prévenir les maladies, écoutez, on mange des antibiotiques un peu tous les jours et nous développons des antibiorésistances, le médecin nous prédit un antibiotique et ça ne fonctionne pas, donc il va falloir corriger ça, et ça je ne peux même pas vous mettre ça en coût en termes monétaires, c'est vraiment un mal-être. Et puis vous savez peut-être aussi que cette agriculture qui a hautement utilisé des produits pesticides, dans ces produits pesticides, il y a des résidus pesticides dans l'alimentation, souvent ce sont des perturbateurs endocriniens, et du coup ça se traduit par une annonce, à savoir que la jeune génération qui a été exposée à ces produits depuis in utero jusqu'après la puberté, on prédit une espérance de vie en bonne santé cette fois
d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération, moi qui ai des cheveux blancs et qui, quand j'étais jeune, n'étais pas exposé à tout ça. Puis on découvre aussi, alors je ne sais pas mesurer en termes monétaires, le fait qu'on va vivre peut-être aussi longtemps, mais avec Alzheimer, Parkinson plus précoce, avec les cancers du sein, de la prostate plus précoces, ce mal-être en question, moi je ne sais pas mesurer ça en termes monétaires, mais c'est un vrai coût dans le bien-être des nations. Donc il y a un vrai changement de paradigme. Et on découvre aussi que les néonicotinoïdes, ce n'est pas forcément très bon pour les abeilles et que la surmortalité des abeilles, c'est des difficultés de fécondation, des tournesols, des colzas, des poiriers, des pommiers, ce genre de choses. Bref, voilà, le changement de paradigme, c'est de passer d'une agriculture qui se voulait intensive à l'hectare, et je vais vous dire, je maintiens l'idée que le côté d'intensité à l'hectare, puisque la population est croissante, puisque la planète est de taille constante, n'est pas à brader comme ça, à évacuer du jour au lendemain. Et défendre une agriculture extensive, si ça supposerait d'élargir l'extension des surfaces cultivées, aux dépens de la forêt amazonienne, aux dépens de la forêt congolaise, aux dépens de la forêt de Bornéo, perdre la biodiversité, brûler ces forêts, et mettre des gaz à effet de serre, et évidemment, je suis plutôt contre. Alors, il faut savoir aussi que dans le changement de paradigme, les pays qui ont, notamment d'agriculture familiale, mais qui ont tenté une agriculture industrielle et qui ne parviennent pas à être compétitifs avec les grands latifundia brésiliens, avec les blés ukrainiens et autres, les revenus des agriculteurs aujourd'hui sont dérisoires. L'exode rural, quand il y a une exploitation qui disparaît, ça sert à l'agrandissement du voisin. Mais si la fille, le fils du fermier qui ne reprend pas l'exploitation trouve un emploi, il prend l'emploi de quelqu'un qui n'en a pas. Donc, l'agriculture moderne de demain va devoir être une agriculture intensive en emploi, capable de produire beaucoup de valeur ajoutée, sans coûts environnementaux, sans coûts sanitaires. Et puis ensuite, les agriculteurs vont devoir s'adapter à ce dérèglement climatique. Alors, je vous dis tout de suite, dérèglement qui est à la fois un réchauffement climatique global, ça va falloir s'y habituer, mais un dérèglement climatique, des accidents climatiques extrêmes plus fréquents, plus intenses, avec des déséquilibres écologiques, des migrations d'oiseaux, par exemple, de 250 km, de papillons 100 km. Là où il y a des oiseaux, il n'y a plus de chenilles, extinction de l'espèce. Là où les chenilles sont plus bouffées par les oiseaux, ravage aux cultures. Enfin, il y a un problème d'adaptation. Puis on demandera peut-être aux agriculteurs du monde entier aussi d'atténuer ce réchauffement climatique, de séquestrer du carbone dans les sols, de moins émettre de gaz à effet de serre, gaz carbonique, méthane et surtout protoxyde d'azote en ce qui concerne par exemple l'agriculture française. Donc beaucoup de choses à faire. Juste pour vous dire, techniquement parlant, est-ce que c'est possible de nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière avec une agriculture donc intensive, faisant un usage intensif de ce qui ne coûte rien et renouvelable? La réponse est catégorique, elle est oui. On va faire un usage intensif de l'énergie solaire renouvelable et gratuite, couverture végétale maximale, que tous les rayons du soleil soient interceptés par la feuille verte et transforment ça en énergie alimentaire. Fabriquer des hydrates de carbone, vous savez, le sucre, l'amidon, les lipides, l'énergie que nous trouvons dans l'alimentation pour aller la dépenser ensuite dans les loisirs, le travail et les déplacements. Le carbone vient du gaz carbonique de l'atmosphère et il n'est pas annoncé évidemment de pénurie de gaz carbonique dans l'atmosphère, il y en a beaucoup trop. Donc une agriculture intensive qui va faire un usage intensif de ce gaz carbonique, la plante va intercepter le carbone, va libérer l'oxygène, c'est pas mauvais pour nos poumons, fabriquer les hydrates de carbone, peut-être même de la paille, des racines qui quand ça va se décomposer va fabriquer de l'humus, séquestrer du carbone dans les sols. Écoutez, moi je suis pour cette agriculture intensive qui fait un usage intensif de ce qui ne coûte rien, de ce qui est gratuit, de ce qui est renouvelable ou de ce qui est pléthorique. Ce sera pareil avec l'azote de l'air pour fabriquer des protéines. Il y a des méthodes biologiques. On sait que les plantes des légumineuses, les rhizobiums, un certain nombre de bactéries sont capables d'intercepter, d'utiliser l'énergie photosynthétisée par la plante. Et parce que fabriquer des protéines, c'est coûteux en énergie, mais nos engrais azotés de synthèse pour qu'un blé soit riche en protéines, c'est de l'énergie fossile. Donc ça, c'est désuet. Non, l'agriculture moderne de demain, ce sera des microbes qui vont utiliser l'énergie photosynthétisée par la plante, proliférer, intercepter l'azote de l'air, fabriquer des acides aminés, remettre ça à la légumineuse, ça nous fournira des protéines et la légumineuse, après ça, à fertiliser le sol en azote par la voie biologique pour les cultures qui vont venir après en rotation et en assolement. Il y a l'histoire des éléments minéraux. Plus on en prend pour en manger, plus il faut envisager d'en remettre. La mauvaise nouvelle, je suis désolé. Autant pour l'énergie, le carbone, l'azote, il n'y a pas de pénurie annoncée. Et pour le phosphate, on nous annonce que d'ici 3-4 décennies, les mines de phosphate, le coût d'exploration et d'exploitation de ces mines de phosphate va devenir de plus en plus coûteux. Il faudra donc être très économe, mais le phosphore est un composant essentiel de tous les ADN végétaux ou animaux et autres. On en a, la plante et nous en avons impérativement besoin. Où trouver du phosphore ailleurs? Vous dire qu'il n'y en a pas serait faux, il y en a, y compris beaucoup, mais dans la roche-mère,
mais malheureusement à faible dose. Et la roche-mère, elle est altérée tous les ans, tous les jours même. Mais c'est pas forcément, les éléments minéraux libérés ne sont pas forcément accessibles aux racines d'un blé. Ça peut être accessible à des racines d'arbres, pour peu qu'ils aient des racines profondes. Ça va les intercepter, ces éléments minéraux. Ça va remonter avec la sève, ça va dans la feuille remonte tombe à terre, ça va fertiliser la couche arabe. Donc il y a des arbres fertilitaires. Ça peut être le réembocagement, ça peut être le pommier dans la prairie, ça peut être les cultures de Féderbia albida au Sénégal, au Mali, au Niger. Le rendement du mil et du sorgho peut être jusqu'à 3 fois supérieur sous un parc arboré de Féderbia albida, qui est à la fois un arbre avec ses racines profondes, qui apporte des feuilles riches en carbone, riches en azote, parce que c'est une légumineuse, et riche des éléments minéraux puisés en profondeur. Et puis on sait, ça va être hyper moderne, qu'il y a des champignons mycorhiziens. Les Français connaissent la truffe, c'est savoureux, mais beaucoup de champignons mycorhiziens qui s'incrustent dans la racine de la plante, utilisent l'énergie de la plante, développent un mycélium et vont aller chercher des éléments minéraux qui sont coincés dans les sols, mais dans les argiles que la plante ne parvenait pas à débusquer, même avec les petites racines les plus filamenteuses. Et bien ces champignons sont très utiles parce qu'effectivement, ils sont capables d'extraire, de solubiliser le phosphore et d'alimenter les plantes. Donc oui, les solutions techniques pour nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, sans pollution majeure, sans coût en énergie fossile majeur, sans pollution majeure, et tout en préservant la biodiversité, écoutez, on n'est pas dans le désespoir, loin de là. Évidemment, la question, c'est comment on va y arriver à promouvoir cette forme d'agriculture dans tous les pays du monde. Ça, c'est une autre question. Mais techniquement parlant, si vous m'interrogez, est-ce que ce serait possible de nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière, sans faim, sans malnutrition, sans pollution majeure, sans préjudice pour les générations futures? Ma réponse est catégorique, oui, techniquement, c'est possible. Ne désespérez pas. Politiquement, on verra ça tout à l'heure. Merci pour votre réponse, Marc Dufumier. Peut-être Marie-Claire Caïto, voilà, si vous voulez nous proposer votre réponse. Oui, alors effectivement, moi j'ai été amenée au CESE à travailler à un avis qui s'appelle Industrie moteur de croissance et d'avenir, vous l'avez cité en 2018, et plus récemment un avis sur les filières stratégiques. C'était donc en janvier 2021. Parce que je pense que la crise met en évidence l'impasse dans laquelle nous conduit le développement capitaliste qui exploite les hommes et la nature. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a un système productif qui est, j'allais dire, enchâssé et contraint dans une économie qui est très financiarisée, qui demande d'avoir des rentabilités rapides et à 2 chiffres, ce qui est parfaitement incompatible avec la nécessaire vision long terme pour construire une industrie et pour avoir justement cette vision sur l'avenir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Revenir un petit peu comme sur l'état des lieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les productions ont été délocalisées, c'est-à-dire qu'on a segmenté les processus de production en segments. On a localisé aux endroits dans la planète auxquels il était le plus rentable de les produire, y compris parfois, il y a des allers-retours qui sont sidérants. Hein, juste pour faire une voiture, un constructeur dit qu'il travaille avec 17 000 sous-traitants. On voit qu'à un moment donné, la ceinture est fabriquée à un endroit, elle part se faire teindre à un autre endroit. Enfin voilà, il y a des circuits qui sont complètement aberrants. Donc, délocaliser ces productions indépendamment des dégâts sociaux et environnementaux. Donc, des dégâts sociaux parce que, bien sûr, l'intérêt pour les capitalistes, j'allais dire, d'aller produire des segments à un endroit, c'est parce que la main-d'œuvre était bon marché et qui pouvait très concrètement exploiter les gens, hein, avec peu de couverture sociale, peu de droits sociaux et ainsi de suite. Et puis, indépendamment des dégâts environnementaux qui étaient posés, d'abord très souvent parce que les pays où on allait extraire les matières premières étaient peu regardants justement sur ces conditions, qui touchaient à la fois l'homme d'ailleurs et la planète à ce moment-là. Et puis après, ben, quand on produit des choses à l'autre bout de la planète, ben déjà il faut les assembler, ça fait parfois plusieurs fois le tour de la Terre. Et puis après, il faut les rapatrier à l'endroit où on en a besoin. C'est-à-dire que comme on a une économie qui travaille en flux tendu, avec des stocks dans les camions, dans les cargos, ben voilà, on ramène ça dans des cargos, dans des camions, sans compter d'ailleurs les externalités négatives que ça génère, c'est-à-dire la pollution, l'usure des routes, le dégazage des bateaux en pleine mer, enfin voilà, toutes les atteintes environnementales qui ne sont pas du tout comptabilisées dans le coût du produit, parce que ça, si déjà on arrivait à compter tout un coût complet dans ce qu'on produit,
en prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre, les usures des routes, les dégazages, les conditions sur la santé, eh bien, on arriverait à avoir des choses beaucoup plus intéressantes sans être obligé d'aller à l'autre bout de la planète. Et par exemple, si on regarde la France aujourd'hui, la politique de délocalisation, d'extraversion de son appareil productif, a conduit à ce que son empreinte carbone, ça soit 1,7 fois ses émissions de gaz à effet de serre. Parce que, par exemple, dans la Convention citoyenne pour le climat, ce qui était donné aux citoyens comme objectif, c'était la réduction des gaz à effet de serre de 40% de la France. Mais moi, j'allais dire ça, à la limite, on sait faire. Et par contre, si en parallèle, on ne produit plus rien, qu'on va faire produire ça au bout de la Terre et qu'on augmente notre empreinte carbone, on n'a rien gagné du tout, bien au contraire. Donc, c'est bien en empreinte carbone qu'il faut partir. Alors après, moi, je pense que si on veut justement répondre aux besoins sociaux qui sont énormes parce qu'en introduction, vous parliez d'une consommation énergétique démesurée, certainement des gaspillages, mais je voulais rappeler qu'il y a quand même 2 milliards d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'énergie sur la planète et que l'énergie, c'est la vie, c'est-à-dire qu'on en a besoin. Voilà, l'énergie, ce n'est pas uniquement la lumière, ce n'est pas uniquement la voiture, mais c'est aussi l'accès à la santé, l'accès à la culture, l'accès à l'éducation. Donc, voilà, donc on a quand même des questions très fortes qui sont posées pour répondre aux besoins sociaux de toute la planète, parce que le développement aujourd'hui de pays comme le nôtre, il s'est fait au détriment d'autres pays. C'est-à-dire qu'on a été pillé à leurs ressources, on a émis des gaz à effet de serre, on les a exploités, mais eux n'ont pas pu se développer. Et aujourd'hui, il faut bien qu'ils se développent. Donc, on voit bien que nos destins sont complètement entrelacés, indépendants les uns des autres. Ça, cette crise du Covid met ça en évidence. Y compris d'ailleurs, si on ne vaccine pas tout le monde sur la planète, on ne va jamais s'en sortir. Hein. Si les pays riches continuent à dire on vaccine que nous et les autres, on s'en fiche, nos destins sont liés. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, il faut absolument que les pays puissent se développer, mais qu'ils intègrent tout de suite leur développement en prenant en compte justement les défis qui sont posés à l'humanité, donc dans un mode de développement durable, avec des transferts technologiques et des choses comme ça. Et nous, les pays développés, on a une sacrée responsabilité justement, parce que c'est nous qui avons conduit principalement à cette situation de dérèglement climatique, qui conduit non seulement à des migrations d'oiseaux, mais aussi des migrations massives d'humains, ce qui fait dire d'ailleurs à certains que si on ne prend pas le problème, je dirais pas le corps, c'est la guerre qu'on aura devant nous. Alors peut-être que le raccourci peut paraître simpliste, mais quand on voit aujourd'hui la manière dont on accueille les quelques réfugiés qui arrivent dans nos pays, si c'est 200 millions comme le prédit le GIEC, ça va effectivement faire des troubles géopolitiques extrêmement forts. Donc je pense que si on veut à la fois répondre aux besoins sociaux et aux défis environnementaux, parce que moi je voudrais reprendre la phrase de Lucien Sèvres qui me semble extrêmement juste, la cause anthropologique et la cause écologique sont étroitement liées. C'est-à-dire qu'on ne résoudra pas un problème sans l'autre. Et d'ailleurs, les inégalités sociales et les inégalités environnementales sont aussi très liées. Donc je pense que si on veut vraiment s'attaquer à ça, on est devant un changement civilisationnel, excusez-moi. Donc c'est vraiment de cet ordre-là, oui, un changement de paradigme, un changement de civilisation. Ça veut dire qu'il va falloir envisager un autre mode de développement, pour moi qui est incompatible avec le système capitaliste, mais un autre mode de développement qui permette à la fois de répondre aux besoins de toutes les populations sur la planète, mais y compris de respecter la nature et qu'on puisse vivre en harmonie avec la nature, c'est-à-dire de regarder tout ce qui est biodiversité, émissions de différents gaz à effet de serre, méthane et ainsi de suite. Et c'est quelque chose qui n'est pas simple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir produire autrement, développer plus les services publics, plus les biens communs, avoir plus de solidarité entre nous. Pour un pays comme la France, si on regarde l'état de son système productif aujourd'hui, c'est extrêmement inquiétant parce que ça fait maintenant 50 ans qu'on se désindustrialise de manière continue. On a divisé la part de l'industrie dans le PIB, même si j'ai vu dans le chat que le PIB, c'est évidemment un indicateur qui a re-questionné, mais aujourd'hui, c'est celui dont on sert pour comparer. La part de l'industrie dans le PIB en France, elle a été divisée par 2. Elle est passée de 24% à 12%, ce qui n'est pas du tout le cas ni de l'Allemagne, mais ni de l'Espagne ni de l'Italie. C'est-à-dire que nous, on a complètement laissé tomber en pensant qu'on pouvait avoir des entreprises sans usine, qu'on pourrait juste avoir la recherche et pas la production, alors que le savoir-faire, eh bien, on ne peut pas couper le savoir-faire. Quand on fait de la recherche, il faut pouvoir appliquer cette recherche.
Donc, il y a eu beaucoup de théories comme ça de sociétés post-industrielles qui nous ont plombés et qui ont fait qu'aujourd'hui, on est vraiment à la croisée des chemins parce que si on continue à se désindustrialiser, vous voyez bien, aujourd'hui, le pays de Pasteur, il n'est même pas capable de produire un vaccin. C'est-à-dire, on est dans la capacité de produire un vaccin et en même temps, Sanofi continue à supprimer 1200 postes de chercheurs dans son entreprise. C'est quand même un vrai scandale. Parce que, je veux dire, on ne finance pas assez la recherche en France, on est complètement à la traîne, on est loin de l'objectif de Lisbonne du 3%, et que les pays aujourd'hui qui ont un développement satisfaisant, eh bien, ils financent la recherche beaucoup, comme la Corée du Sud, comme l'Allemagne, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment un autre mode de développement qu'il faut envisager, qui, avec pour nous une relocalisation de la production, au moins des biens stratégiques ou de première nécessité, reconstruire des filières industrielles stratégiques en France et en Europe, développer des circuits courts, bien entendu, avoir une économie plus circulaire qui permet de valoriser la matière, parce que effectivement, on voit bien que tout ce qui est ressources fossiles, c'est limité, mais également tout ce qui est métaux. Et tous les métaux stratégiques dont on a besoin pour mettre dans les nouvelles technologies, que ce soit le photovoltaïque, que ce soit les éoliennes, que ce soit les téléphones ou les ordinateurs, c'est un vrai sujet. Donc, la question de la valorisation de la matière, du recyclage de l'économie circulaire, elle est centrale. Et aussi de construire des objets qui sont durables, qui sont réparables, voilà. Alors, tout ça, moi, je dirais deux choses en conclusion. Ça appelle à quoi? Ça appelle d'une part, à une place beaucoup plus importante du travail. C'est-à-dire revaloriser le travail, redonner la parole à celles et ceux qui font le travail, pour qu'ils se posent la question de ce qu'ils produisent, de pourquoi ils produisent et de comment ils produisent. Parce que quand on parle de réponse aux besoins, cette question de définir quels sont les besoins, elle n'est pas simple du tout. Elle n'est pas simple. C'est-à-dire, c'est une décision, j'allais dire, collective, de quel besoin la société accepte de produire. Est-ce que, par exemple, on pense qu'il y a des objets qui sont utiles? Est-ce qu'on pense qu'il y a des objets qui sont inutiles? Et selon quels critères? Donc, ça implique, c'est la question démocratique. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on ne pourra pas se passer, et on voit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un vrai problème, puisqu'on est dans dans un glissement antidémocratique très inquiétant. Aujourd'hui, si on veut vraiment arriver à avoir une nouvelle civilisation qui réponde aux besoins de sa population et qui prenne en compte tous les défis environnementaux qui sont posés, eh bien, il faut absolument qu'il y ait des décisions démocratiques qui soient faites sur la manière dont on veut vivre, sur quoi. Voilà, parce que toutes ces questions-là, elles sont posées. Hein. Par exemple, aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, vous voyez, en France, par exemple, la crise des Gilets jaunes, elle a été beaucoup causée par les désindustrialisations. C'est-à-dire que quand le pays s'est désindustrialisé, c'est la diagonale là, qui part des Ardennes et qui va des Pyrénées, où il n'y a plus rien, c'est la diagonale du vide. Quand les gens, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus de services publics et qu'on augmente un petit peu le prix du pétrole, mais qu'eux, ils ont besoin de prendre leur voiture tous les jours, eh bien, c'est un véritable problème. Donc, quand on embarque ces questions, on embarque tout. On embarque la question du travail, mais du prix du logement pour pouvoir habiter près de son travail, des transports collectifs, du logement, de l'isolation des logements. Enfin voilà, on embarque toutes les questions sociales et sociétales, et ça, elles doivent absolument être décidées démocratiquement. Je pense que c'est le point le plus important aujourd'hui. Merci beaucoup Marie-Claire Caïto. Je vais laisser la parole maintenant peut-être à Nicolas Dufresne. Et ouais, il faut qu'on soit un peu vigilant sur le temps. Mais merci beaucoup de votre réponse, Marie-Claire Caïto. Allez-y, Nicolas. Merci beaucoup. Merci pour cette discussion. Alors moi, ce que je vais vous apporter, c'est le point de vue, disons, plutôt d'un économiste, de quelqu'un qui travaille sur les questions monétaires, financières. Et puis, du coup, ça me donne envie de rappeler d'abord que une civilisation, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de rites, de croyances, et c'est une pensée aussi. Et donc, cette pensée, moi, ce que je constate, c'est qu'elle est en train, petit à petit, de se transformer. En effet, on prend conscience qu'il faut faire attention à notre environnement, qu'il faut créer les conditions d'un développement durable. Mais pour autant, peu de gens contestent ça.
mais ce n'est pas pour autant qu'on remet en cause les dogmes et les mécanismes qui nous ont conduits à justement ne pas prendre en compte ce nouvel impératif pour une nouvelle civilisation. Et en matière économique, c'est parfaitement clair. Si vous voulez, on a eu pendant très longtemps un modèle. Les modèles économiques se sont longtemps fondés sur l'idée que les ressources naturelles étaient illimitées, qu'elles étaient disponibles, qu'on pouvait les exploiter, et que par contre, les ressources financières, les ressources monétaires, elles étaient rares, elles étaient limitées et elles devaient être circonscrites. Et ben aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qu'il faut penser. Il faut penser à un modèle dans lequel les ressources monétaires et financières peuvent être abondantes, et on le voit tous les jours. Et au contraire, les ressources naturelles sont fragiles, elles sont limitées, et il ne faut pas les surexploiter, il faut faire attention. Alors quand je dis que les ressources monétaires peuvent être abondantes, si on le désire, je vais vous donner un chiffre qui est tout à fait parlant. Est-ce que vous savez quelle a été la création monétaire de la Banque centrale depuis un an, depuis le mois de mars 2020? Eh bien, la Banque centrale a créé 2200, la Banque centrale européenne a créé 2200 milliards d'euros en l'espace d'un an. Alors, la question, c'était pas est-ce qu'il fallait le faire? Oui, il fallait le faire, parce que sinon le système s'effondrait, et voilà. Mais quand même, cet argent-là a servi à calmer les marchés financiers et n'a pas servi à financer la transition écologique, la reconstruction écologique, comme on aime à l'appeler à l'Institut Rousseau, alors qu'on sait que les besoins sont de l'ordre, en Europe, la Cour des comptes européenne avait dit qu'il faut 1115 milliards d'euros par an d'investissements supplémentaires pour réussir l'ensemble des chantiers de la transition écologique. En France, l'INSEE nous dit 60 milliards au minimum. Nous, on pense à l'Institut Rousseau que ça serait peut-être plutôt entre 80 et 100 milliards d'euros. Il n'y a même pas d'estimation précise, on ne le fait même pas. On ne demande même pas au service de l'État de produire cette estimation précise, secteur par secteur. Alors, on navigue un peu à vue, on navigue là où le gouvernement nous dit bon voilà qu'il y a certains besoins. Mais voilà, donc on a cette idée qui doit changer autour de la question de la mobilisation des ressources financières et monétaires, et puis pas seulement, au niveau de l'ensemble des modèles macroéconomiques. Parce que fondamentalement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le libre-échange aujourd'hui est un échec. Il a été promu par toute l'idéologie, disons, économique classique, hein, qui voulait que sur la théorie des avantages comparatifs, des pays avaient intérêt à se spécialiser dans certaines productions et à échanger du coup avec les autres. Et bien fondamentalement, ça a créé des conditions de destruction des systèmes. Ça fait que, comme on l'a vu encore récemment, si un cargo se met au milieu du canal de Panama, eh bien, il y a 15% du commerce mondial qui est bloqué. Ça fait qu'on importe moins cher de la viande d'Argentine ou d'Australie que celle que notre voisin agriculteur produit parfois juste à côté de chez nous. Bon, donc le libre-échange, il faut le remettre en cause. Les règles budgétaires, pareil, il faut les remettre en cause. Et aujourd'hui, plus personne ne le conteste. On nous avait dit 3% de déficit, 60% de dette publique. Au-delà, c'est les 7 plaies d'Égypte et rien n'ira plus. Il y aura de l'inflation et tout ça. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la crise du Covid fait qu'on a suspendu ces règles budgétaires, tant mieux. Sauf que beaucoup sont en attente du moment où on pourra les réactiver le plus vite possible. Alors, est-ce que, et ben fondamentalement, là encore, est-ce que ça va n'être qu'une parenthèse en attendant un retour au business as usual, ou alors est-ce qu'on se met en ordre de bataille pour que cette parenthèse-là ne se referme pas et que ça soit justement l'embranchement sur un nouveau chemin? Pareil,
Encore une fois, en matière monétaire, on nous a dit que la Banque centrale doit être indépendante, la Banque centrale ne doit surtout pas s'occuper de politique monétaire. On nous avait dit d'ailleurs que la Banque centrale doit être neutre. C'est ce qu'on appelle le principe de neutralité monétaire. Et sur la neutralité, moi j'aime bien rappeler ce que disait Jean Jaurès, que la neutralité est un sommeil de l'esprit. C'est le refus de faire des choix, c'est le refus d'assumer des choix. Et c'est pour ça que la Banque centrale n'arrive même pas aujourd'hui, si vous voulez, quand elle achète des actifs privés à des entreprises, eh bien, à différencier entre les actifs polluants et les actifs non polluants. Et quand on lui dit, ben, écoutez, vous avez un rôle à jouer dans la transition écologique, il faudrait au moins que vous différenciez vos achats d'actifs entre ceux qui sont polluants et ceux qui ne sont pas polluants, elle nous répond, oui, mais écoutez, moi, je n'ai pas la légitimité pour faire ça parce que je ne suis pas élu et que les traités font que je suis indépendante. Eh bien, si cette neutralité empêche de faire des choix pareils, alors nous, ce qu'on dit, et c'est notamment ce qu'on a écrit avec Alain Grandjean dans notre livre, on dit que cette indépendance des banques centrales les conduit à l'impuissance de pouvoir faire des choix, à l'impuissance de mettre le pouvoir, l'arme monétaire au service de la société, alors qu'on en aurait bien besoin. Alors, je vais pas être trop long, mais on est d'accord, et Marc Dufumier et Marie-Claire Cailleteau l'ont rappelé, aujourd'hui, il y a d'immenses investissements à faire dans beaucoup de domaines, que ce soit dans l'agriculture, pour payer une agriculture en effet plus extensive en emploi et moins en défrichage, en artificialisation de nouvelles terres. Il faut aussi qu'on puisse faire de la rénovation énergétique des bâtiments. Alors ça, c'est un sujet que je connais assez bien. Les personnes qui travaillent dans la rénovation énergétique des bâtiments, les artisans notamment, ce qu'ils nous disent, bah, écoutez, on n'a jamais eu de politique publique, on ne sait pas comment s'engager, alors pourquoi aujourd'hui on se qualifierait, on prendrait le temps de formation qui sont longues, qui nous privent d'une force de travail et qui prennent du temps et qui nous coûtent de l'argent, alors qu'on ne sait même pas si les pouvoirs publics vont véritablement aider, vont véritablement déployer une politique de rénovation énergétique des bâtiments, parce que ça coûte cher et que ce n'est pas immédiatement rentable. Donc on a un problème aujourd'hui qui est cette question de la rentabilité. Tout dans la transition écologique qu'on doit mener ne sera pas rentable. Il y a des choses qui ne sont pas rentables ou qui seront rentables financièrement que dans un délai plus ou moins éloigné, et pourtant il faut quand même le faire, parce que là encore les intervenants précédents l'ont rappelé, il y a des externalités, il y a des coûts à ne rien faire et qu'on ne mesure pas monétairement. C'est pour ça qu'il faut aussi développer des comptabilités adaptées à l'environnement, hein, le modèle CARE et d'autres choses comme ça. Mais en tout cas, il faut aussi qu'on ait un changement de paradigme complet qui est d'assumer et de comprendre qu'une partie de la transition écologique ne pourra pas se faire via des investissements rentables, protéger des aires marines, protéger des bois, restaurer de la biodiversité, restaurer des friches pour éviter d'artificialiser de nouveau des sols. Tout ça, ça demande généralement beaucoup d'aide publique parce que les entrepreneurs privés n'y vont pas. Et donc, il nous faut des outils monétaires, des outils budgétaires qui nous permettent de compenser ce déficit de rentabilité. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'appelle à ce que la monnaie, cette arme monétaire extrêmement puissante, extrêmement solide pour nous permettre de trouver les financements dont on a besoin, eh bien, revienne dans le giron de la délibération publique et soit à nouveau gérée comme un bien commun, c'est-à-dire avec une gouvernance large pour qu'on puisse enfin mener tous les chantiers qu'on a besoin de mener. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse, Nicolas Dufresne. Donc, je vais enfin laisser la parole à Isabelle Delannoy sur cette question voilà, des bouleversements conceptuels et des changements de regard à opérer pour changer nos systèmes productifs
et qu'il soit compatible avec une civilisation écologique. Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Alors, de mon côté, je pense que, comme vous l'avez dit en introduction, on a déjà de passer du système, d'une conception linéaire à une conception systémique, c'est-à-dire à changer nos méthodes scientifiques. En fait, les méthodes systémiques sont assez récentes. Elles ont été théorisées en 1960 et finalement, le système un peu linéaire de tout analyser un par un, de vouloir comprendre en mettant qu'un seul facteur variant, ça a contaminé toutes nos façons de faire, toutes nos façons de penser. C'est comme ça qu'ensuite, on a des entreprises en silo, des administrations en silo, des modèles économiques aussi. On va faire des analyses financières et on va regarder pour qu'on fasse qu'une chose. Imaginez par exemple une abeille, quand elle vit, elle va à la fois polliniser des plantes et faire du miel. Quand vous remplacez en fait une abeille par un drone, il ne va jamais faire de miel. On pense aujourd'hui avec l'extinction des abeilles, enfin la menace sur les abeilles, à remplacer les abeilles par des drones. Jamais il fera de miel. En fait, pourquoi? Parce que le vivant est multiproductif. Systématiquement, et je pense que Marc Dufumier l'a très très bien rappelé, l'a très très bien démontré, un arbre va vous chercher du phosphore, va vous réguler l'eau, va vous remettre du carbone, etc. Il va être une centrale énergétique et chimique. Notre industrie est beaucoup moins multifonctionnelle et on a tendance à penser comme ça de façon très linéaire et à même imaginer du coup la rentabilité des modèles économiques que sur une seule chose. Et dès que dans un entrepreneur va proposer à des financiers un modèle économique à multiples, un peu comme l'arbre ou comme l'abeille à multiples facettes, on a du mal à comprendre. Et donc déjà cette pensée en système qui essaye de prendre en compte un tas de facteurs différents et donc d'éduquer nos études, d'éduquer vraiment dans nos universités, faire de la recherche en systémique et aujourd'hui c'est pas le cas. Donc déjà ce changement-là. Ensuite, que le vivant est une force efficace et active dans le monde et non inerte. Et je pense là aussi Marc Dufumier l'a bien rappelé, mais il faut penser que la pensée des ingénieurs, par exemple, elle est vraiment apprise dans un monde inerte. Même le climat, même les modèles climatiques, etc., on pense pression, volume, température, c'est-à-dire les forces qui sont actives au niveau de l'univers, mais pas... Enfin, elles sont actives sur la Terre, mais pas seulement. Sur la Terre, on a des dynamiques. On a les dynamiques du vivant, on a les dynamiques du social. Donc, en fait, on pense toujours le monde comme une dynamique de l'inerte, comme si les gens, ils étaient là, qu'on allait les poser, etc., qu'ils n'allaient jamais réagir, ou que l'arbre, c'est un meuble qu'on va poser là, qui ne va jamais réagir. En fait, non, il faut qu'on pense les dynamiques de la dynamique. C'est-à-dire que non seulement le monde est sensible à nos actions, mais nous aussi, on est sensible au monde qui nous environne. Par exemple, lorsque vous mettez un malade dans une chambre d'hôpital avec seulement un seul arbre à sa fenêtre, il va diminuer son temps de séjour à l'hôpital, il va diminuer ses taux de morphine par rapport à un autre malade qui aurait vu sur des murs. Lorsque de vos fenêtres, vous voyez des écosystèmes vivants de qualité, même urbains, eh bien, la violence sociale et la violence domestique diminuent. Le commerce change. Les gens sous-estiment les distances à parcourir à pied. Et donc, en fait, ils se sentent plus en sécurité lorsque, par exemple, ils ont un cordon d'arbres entre eux et la route. Et donc, ils vont plus facilement aller à pied ou inciter leurs enfants à aller à pied. Alors que si vous n'avez pas ça, vous vous sentez en insécurité et vous prenez plus facilement votre voiture. Donc, cette dynamique des dynamiques est extrêmement importante à comprendre et c'est là en plus que sont les efficacités les plus grandes, c'est dans les synergies. Ensuite, il faut utiliser plutôt que posséder. C'est-à-dire que notre grand problème, c'est que nous sommes, comme il a été très bien dit, dans un modèle linéaire. J'extrais, je transforme, je transporte à l'autre bout de la planète. Alors évidemment, j'extrais et je transforme aux endroits où c'est pauvre pour pouvoir le faire à plus bas prix. Et je transporte à l'autre bout de la planète, là où c'est encore un peu riche,
pour pouvoir écouler la production et jeter le plus vite possible afin de relancer la machine. Lorsque vous ne possédez plus vos objets, lorsque vous en louez l'usage, il retourne au fabricant qui a intérêt à le faire durer le plus longtemps possible. Et ce qui fait qu'il va réutiliser les composants et il va pouvoir les mettre dans une nouvelle génération de machines. Dans tous les biens d'équipement ou de consommation courante qui ont été, que moi j'ai pu étudier, on a un facteur de plus de 10 de réutilisation de la matière rien que par ce système-là. Donc déjà, je crois que si on veut garder un niveau de confort élevé et l'étendre aussi à l'ensemble de la population mondiale, en faisant les choix, comme il l'a été dit juste avant, eh bien, il faut vraiment arrêter l'idée de posséder nos biens d'équipement, il faut en louer l'usage. Moi, j'ai mon téléphone, c'est exactement ce que je fais, ça ne change strictement rien à l'usage. Ensuite, il faut penser qu'on peut obtenir sa compétitivité par la coopération et non par la compétition. Parce qu'on fait des réseaux, parce qu'on fait des synergies, parce qu'aujourd'hui, on est dans un environnement en réseau qui nous permet en fait de s'informer extrêmement, librement et de pouvoir en fait partager l'information. Et c'est une économie qui tire sa compétitivité par la coopération plutôt que par la compétition entre les acteurs. Et pour mon téléphone, par exemple, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que là, mes intérêts convergent avec le fabricant. On n'est plus en compétition l'un contre l'autre parce que lui, il va chercher à me vendre le plus cher possible et moi à l'acheter le moins cher possible. On va être en fait en convergence d'intérêts parce qu'on va chercher à ce que, le téléphone dure le plus longtemps possible et puis les systèmes doivent être adossés à ça avec des formes coopératives. Parce que ces formes-là d'économie en réseau, quand on loue un bien plutôt que de l'acheter, c'est en fait une autre forme de production en réseau. Eh bien, elles ont tendance à devenir des monopoles. Et donc, il faut absolument que ça devienne des formes coopératives pour qu'on ait vu sur le prix. Moi, par exemple, je suis sociétaire aussi de mon téléphone. Eh bien, franchement, je ne vais pas mettre le nez dans le conseil d'administration, tous les rapports, etc. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont le faire et que mon intérêt sera préservé. Et si je trouve que mon téléphone devient vraiment trop cher, là, j'irai mettre mon nez. C'est cette gouvernance, en fait, qui change, qui n'est plus seulement nationale ou internationale qu'on délègue, mais qui devient aussi, et là aussi, c'est un autre champ, un bouleversement qui devient aussi sur les systèmes de production et qui devient aussi une démocratie locale, plus partagée au niveau local. Il faut coupler notre démocratie nationale avec des systèmes de démocratie locaux et des systèmes de démocratie au niveau de nos systèmes productifs, y compris quand on est l'usager. Ensuite, un autre changement qui me semble très important, et je pense que Marc Dufumier l'a très bien dit, c'est qu'il faut arrêter que l'écologie, c'est un compromis, déjà un compromis moral, comme il a été dit aussi précédemment. Ce n'est pas un compromis, c'est une exigence. Être écologiste, ça veut dire tout simplement admettre que nous faisons partie d'une planète vivante qui a des équilibres, qui est sensible à nos actions et qu'on est sensible à ses actions. Être écologiste, ça veut rien dire en fait. C'est un peu comme si on disait que celui qui admet que l'eau bout à 100 degrés était un physiciste. Non, c'est un physicien. Et parce que c'est une réalité, mais c'est une réalité qu'on n'a pas vue en fait. Et aujourd'hui, on la prend en pleine figure. En fait, comme elle a vraiment, je suis fan de ce que vient de dire Marc Dufumier, c'est un moteur. L'écologie est un moteur. Et qu'en réalité, dans tous ces modes de production dont je viens de vous parler, dont Marc vous a parlé, eh bien en fait, c'est très intensif. Pourquoi ? Parce que lorsque, par exemple, pour mon téléphone, vous faites circuler les pièces à un endroit, et c'est possible pour tous nos biens d'équipement, c'est même possible à long terme pour le bâtiment, des bâtiments modulaires où on récupère les stocks, eh bien, vous faites intensément tourner la matière localement. Ce faisant, un euro qui est sur le territoire, il ne quitte pas le territoire, il circule et il fait d'autant plus de valeur sur les territoires. Et on passe en fait d'une croissance dégénérative comme est la nôtre, et on voit toutes les limites aujourd'hui qui s'ajoutent,
suivi par la Covid, qui est maintenant ce bateau de Suez, et quoi demain, parce que ça va se multiplier. Donc d'une croissance qui vraiment nous coûte très cher à une croissance régénérative, qui sait régénérer ses ressources sociales, parce qu'elle distribue la gouvernance, régénérer ses ressources écologiques parce qu'elle change ses mécanismes de production de tout ce qui est organique et de tout ce qui est nos fonctions vitales, épuration des eaux, alimentation et régénération de la matière avec une économie circulaire intelligente qui ne cherche pas seulement à réutiliser les déchets, parce que les déchets, ça n'a pas de valeur et l'organisation, ça coûte cher. Donc, c'est économiquement pas rentable et ça fait des emplois de sous-qualifiés, par une économie circulaire intelligente qui garde l'intelligence des composants pour les faire circuler. Voilà. Eh ben, merci pour ces réponses. Je vais quand même préciser qu'on reçoit bien les questions des réseaux sociaux, qu'on posera ces questions après une deuxième question et les réponses des orateurs à cette deuxième et dernière question que nous allons leur poser. Donc, on ouvrira le débat, c'est promis, si on est raisonnable sur le temps, parce que le temps tourne vite. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Et j'en profite pour saluer les francophones de différents pays qui se sont connectés à ce webinaire qui est devenu donc du coup international. Et je vais en venir rapidement à ma deuxième question aux orateurs. Si on entend les interventions qui sont faites par les uns et les autres, on voit que des solutions sont possibles pour sortir de la crise écologique. J'allais dire ça fait du bien, parce que ça bat en brèche une idée qui est en train de se développer un peu trop à mon goût, la collapsologie, la fin du monde, c'est trop tard pour agir, etc., beaucoup sur les questions climatiques. Et à mon sens, ça démobilise les citoyens en disant en vendant l'idée qu'il est trop tard et qu'on ne peut plus agir. Alors voilà, moi j'ai envie de vous poser la question. On a parlé un petit peu de manière générale avec des exemples un peu concrets. Quelles propositions concrètes on fait pour changer? Quelles actions nécessaires, notamment par exemple avec les citoyens, pour engager la transformation, les transformations nécessaires pour sortir de la crise écologique? Comment on engage les processus de changement? Avec quels acteurs? Quels freins à lever? Quel lobby à affronter? Voilà, j'ai osé le mot lobby, mais bon, voilà un petit peu ce genre de questions. Et je vais peut-être commencer cette fois par Nicolas Dufresne. Merci Alain. Oui, alors je ne sais pas si on peut la qualifier de lobby, mais par exemple nous, ce qu'on essaie de faire en ce moment, notamment avec l'Institut Rousseau, c'est de faire changer la position de la BCE, parce qu'on pense que la BCE a un rôle important à jouer. Donc on a notamment mené une campagne avec Gaël Giraud, avec Alain Grandjean, avec d'autres personnes sur l'annulation des dettes publiques détenues par la BCE en échange d'investissements dans la reconstruction écologique. Ce qu'il faut bien comprendre qu'un peu par un accident de l'histoire qui fait que les banques centrales ont dû quand même acheter des titres de dette publique sur les marchés secondaires alors que ça leur était interdit sur le marché primaire, la Banque centrale se retrouve aujourd'hui avec près de 3 000 milliards d'euros de titres de dette publique des différents États européens, qui ne lui servent absolument à rien, dont elle n'a que faire, parce que c'est l'institution qui crée la monnaie, donc peu importe qu'on lui rembourse une dette ou pas, ça ne change pas du tout sa manière d'agir. Et donc notre idée, c'est de dire, en revanche, si les États ne sont pas obligés de rembourser cette dette, parce que malgré tout, les États sont obligés de rembourser cette dette à la Banque centrale comme ils la rembourseraient à une banque privée, voilà, et donc l'argent est détruit, parce que quand on rembourse une dette comme ça, l'argent s'efface en même temps que la créance. Voilà, c'est le mécanisme monétaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc on se dit, eh bien 3 000 milliards d'euros, la Banque centrale les efface, elle les abandonne, elle fait un write-off de son bilan, et du coup, les États s'engageraient, eux, à investir les mêmes montants dans la reconstruction écologique, et donc
avec 3 000 milliards d'euros, ben on aurait enfin les plans de relance tels qu'ils ont été voulus par le Parlement européen, qui demandait 2 500 milliards d'euros. Et résultat, on a eu 300 milliards d'euros sur 3 ans, etc. Ben, je veux dire, il faut bien comprendre le fait, vraiment, notre inaction aujourd'hui. Je vous ai dit tout à l'heure que l'INSEE demande au moins 60 milliards d'euros dans la reconstruction écologique d'investissement chaque année. Et vous savez combien on a investi dans le projet de loi de finances pour 2021, alors que ça fait partie du plan de relance? Eh ben, on a investi à peine 6 milliards. C'est-à-dire 10 fois moins que ce qu'il faudrait en temps normal, sans même parler de la crise du Covid. Donc on est très loin en fait de tout, et ça me permet aussi de répondre à une question qui a été posée tout à l'heure, en effet, sur le PIB et la question de la décroissance, de la collapsologie. Moi, je suis convaincu qu'on ne fera pas la transition écologique, on ne fera pas la reconstruction écologique dans un appauvrissement généralisé. Ça ne marchera pas, parce que le PIB n'est pas un bon indicateur, c'est clair et net. C'est pour ça qu'il faut arrêter avec les histoires de croissance et de décroissance, parce que fondamentalement, ça n'a pas vraiment de sens. Le PIB n'est pas là pour mesurer ce qu'on fait avec la transition écologique. On pourrait boucher des trous et vous savez, hein, c'est Keynes. Puis même, il y a cette citation de Robert Kennedy que j'aime beaucoup, qui disait « Le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue ». Bon, ben, c'est un peu pareil, si vous voulez, avec l'écologie. Le PIB mesure tout, sauf en fait ce qu'on a besoin de mesurer. Il ne mesure pas du tout la question de l'artificialisation des sols, la question de la rénovation énergétique. Voilà, donc il faut sortir de ce faux débat. Et il faut se concentrer sur les investissements qu'on doit faire et qu'on doit mettre en place dans la rénovation énergétique des bâtiments, dans l'électrification des transports, dans l'agriculture telle que l'a décrite Marc Dufumier, dans toute une série de choses qu'on ne fera pas si tout le monde s'appauvrit. Parce que quand les gens sont plus pauvres aussi, ben, ils mangent moins bien, ils font moins attention à ce qu'ils achètent, ils achètent généralement ce qui est le moins cher et qui n'est pas forcément le plus écologique. Donc tout ça, il faut vraiment avoir conscience qu'on a besoin d'investissement. Alors, du coup, il y a cette proposition d'annulation des dettes en échange d'investissement. Ce n'est pas la seule, hein, bien sûr, et elle ne fonctionnera pas toute seule, hein, c'est bien évident. Il y a cette proposition de taxe écologique aux frontières dont on parle depuis 10 ans. Là, l'Union européenne semble vouloir accélérer. Moi, je suis très prudent parce que ça fait quand même 10 ans qu'on en parle et qu'on ne fait rien en ce sens. Il y a la question des banques publiques d'investissement. Alors là, pour l'anecdote, je résiste quand même pas à vous dire, vous savez, on a des banques publiques d'investissement. À quoi ça sert une banque publique d'investissement? Au niveau européen comme au niveau national, ben, ça sert à compenser des failles de marché. C'est-à-dire, ça sert à agir là où le marché n'agit pas. Et vous savez ce qu'on demande à nos banques publiques d'investissement au niveau européen, au niveau français? Eh bien, on leur demande d'agir en cofinancement et en co-investissement avec le marché, tout le temps. Sinon, elles ne peuvent pas agir. Donc, vous avez des banques publiques qui sont là pour compenser des failles de marché, mais qui ne peuvent agir qu'avec le marché. Donc, tout ça, il faut sortir de cette logique qui vise à toujours rejeter, à paralyser l'action publique, à la rejeter, à faire que fondamentalement, on croit que c'est le marché, que toutes les solutions passeront par le marché et qu'on rejette toute mainmise à un moment du politique, même quand elle est justifiée. Et puis, il y a d'autres choses à faire. Par exemple, est-ce qu'on peut continuer à vivre au moment où on a besoin de bras pour faire de multiples choses, notamment dans l'agriculture, comme ça a été rappelé, avec une société où on a 3 millions de chômeurs, dont 2 millions de chômeurs de longue durée. Et voilà, donc nous, on a défendu notre idée à l'Institut Rousseau et puis avec beaucoup d'organisations qui ont rejoint cet appel, qu'on a appelé la garantie à l'emploi vert. C'est l'idée que, en fait, fondamentalement,
On ne peut pas, et là encore, c'est une question de civilisation, on ne peut pas vivre dans une civilisation où on dit à des millions de personnes, fondamentalement, nous sommes désolés, vous ne servez à rien, vous ne pouvez servir à rien, alors qu'il y a des besoins partout. Il y a des besoins partout dans les chantiers de la dépendance, dans les chantiers de l'agriculture, dans les chantiers, tout ça, c'est extrêmement créateur d'emplois. Même la rénovation des bâtiments, c'est extrêmement créateur d'emplois. On parle de 300 000, 400 000 emplois. Et bien là encore, il faut un investissement de la puissance publique pour garantir ces emplois, pour faire en sorte que toutes les personnes soient employables. Et ça va contrairement enfin, ça prend le chemin inverse de celui qui a été suivi depuis 3 ans, où on a supprimé pas loin de 300 000 contrats aidés. Les associations, les entreprises d'insertion qui parfois faisaient de l'économie circulaire, comme Isabelle Delannoy l'a rappelé, en ont été les premières victimes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui retapent des matériaux, qui font de la remise en condition, etc., et qui bénéficiaient de ces emplois aidés. Ben, elles ont tout perdu. Il faut aller, là encore, à l'inverse de ça. Ça fait des coûts, ça coûte de l'argent, mais ça permet aussi de relancer la machine et de réenclencher notre civilisation sur des logiques complètement différentes qui nous sortent de ces logiques de marché qui nous conduisent dans le mur. Voilà, je ne vais pas être plus long. Merci. Donc, même question à Marie-Claire Caïto. Actes concrets, propositions concrètes et quel levier pour agir. Il faut réactiver votre micro. Oui, pardon, oui. Ok, excusez-moi, et puis depuis j'ai un petit moment mal entendu. C'est mieux comme ça, d'accord. Mais c'est bon. Alors, c'était Marie-Claire Caïto, je crois, qui devait intervenir. Très bien. C'est bon, là, vous m'entendez? Oui. Oui, non, mais je pense que ce qui nous manque au fond aujourd'hui, mais ça a été dit par Nicolas Dufresne avec ses mots, c'est d'avoir un projet collectif partagé qui nous permette de faire société, quoi. C'est vraiment ça, le fond. Alors, des propositions, je pense qu'on est nombreux à avoir des propositions. Beaucoup de celles qui viennent d'être évoquées par les uns et les autres, je les partage. L'idée, c'est qu'il faut qu'on transforme notre système productif pour qu'il puisse à la fois répondre aux besoins sociaux et aux défis environnementaux. Donc, il faut qu'on puisse avoir un État stratège, qu'il puisse avoir une vision long terme. Alors, très longtemps, on ne voulait pas parler de planification parce que c'était un gros mot. Moi, je ne parle pas de ce plan, mais je parle quand même d'avoir une vision à long terme parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus avoir une industrie qui se développe tous les 5 ans en fonction des échéances électorales. On a besoin d'avoir une vision sur beaucoup plus long terme. Alors pour ça, on a transformation d'appareil productif. Ça veut dire quoi? C'est ce que j'ai essayé un petit peu de dire tout à l'heure, avoir un appareil productif dans une économie beaucoup plus circulaire, avec des circuits courts, qui produit des objets qui sont durables, qui sont réparables. Il faut qu'on forme massivement les salariés, puisqu'avec l'arrivée du numérique, dans tous les secteurs d'ailleurs de la vie économique, on va avoir besoin d'élever les qualifications de toutes et tous, c'est-à-dire que de faire en sorte que ces nouvelles technologies permettent de soulager l'homme des travaux les plus pénibles, mais qu'après, avec les gains de productivité qui vont être gagnés, ça sert non pas à engraisser les dividendes des entreprises, mais à faire en sorte qu'on travaille tous et moins. C'est pour ça que nous, à la CGT, on porte la revendication des 32 heures. Il faut développer beaucoup plus la recherche et développement. Ça, les chercheurs lancent des cris d'alarme depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Et la loi sur la recherche qu'a passé le gouvernement ne répond pas du tout aux enjeux. Développer les services publics aussi. On voit bien ce que ça donne, je veux dire, quand on dirige les hôpitaux comme des entreprises et quand on supprime des lits, on n'est plus capable de produire des vaccins. Enfin, et tout ça, enfin, je veux dire, on connaît les solutions, par exemple, sur tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre. En France, il y a 2 grands secteurs qui émettent des gaz à effet de serre, c'est le bâtiment et c'est les transports. Bon, il faut des plans massifs d'isolation de bâtiments. Comme Nicolas Dufresne l'a dit, on ne les a jamais eu, ces plans massifs d'isolation de bâtiments. Parce que là, on créerait beaucoup d'emplois, à condition de ne pas avoir des travailleurs détachés. C'est-à-dire de pas, parce que le secteur du bâtiment est celui qui emploie le plus de travailleurs détachés. Donc là, on pourrait former des gens, si on avait vraiment, voilà, on dit on y va, on a besoin d'isoler massivement parce qu'on va s'y retrouver aussi en termes de qualité de vie, en termes de... C'est les transports collectifs, mais bon, je veux dire, aujourd'hui, on a un président de la République qui a développé des bus qui portent son nom, le bus Macron,
c'est quand même assez extraordinaire quand même. Il y a une filiale de la SNCF qui a développé des bus qui faisaient concurrence sur ses propres lignes et qui étaient en déficit parce qu'ils vendaient les billets très peu chers. Et donc, la SNCF était obligée de renflouer les bus qui étaient sur les… Enfin, voilà, on marche complètement sur la tête. Et donc, je pense qu'à un moment donné, et par exemple, dans les entreprises, une des questions qui est centrale, c'est de donner du pouvoir aux travailleurs. C'est-à-dire de faire en sorte qu'ils puissent participer aux orientations, aux décisions stratégiques des entreprises. Et là, on voit bien qu'on se heurte à un mur. C'est-à-dire que dans les entreprises, dès qu'il est question des conditions de CHSCT, enfin sociales, santé, là, on arrive encore à peu près à avoir des petites choses. Mais dès qu'on parle de l'organisation du travail, des stratégies des entreprises, ça, le patronat, il est vent debout sur la table. Hein. Il ne veut pas donner… Je veux dire, quand même, si on avait dans les entreprises 50% dans tous les organes de décision de travailleurs avec des droits de veto, parce que les travailleurs, ils ont aussi intérêt que leur entreprise, elle se porte bien, qu'elle produise des produits de qualité. Voilà, donc ça, c'est vraiment la question démocratique. Parce qu'au fond, aujourd'hui, on a quand même des grands groupes qui sont plus forts que les États hein, et qui font un peu la politique du monde, en particulier les grands groupes américains qui orientent nos vies, qui nous créent des désirs et des frustrations. Et donc, il faut qu'on arrive à reprendre la main là-dessus. Et c'est pas si simple que ça, parce que au fond, j'allais dire, si on dit qu'il faut sortir du capitalisme, la marche est tellement haute qu'on se dit, oulala, mais non, on peut commencer justement à gagner des choses par des droits des salariés dans les entreprises, par des propositions. Voilà, et je pense qu'on peut effectivement avancer quand même sur cette voie-là. Merci. Donc, je passe la parole maintenant à Marc Dufumier. Oui, bah, écoutez, dans le domaine agricole, il est clair que les formes d'agriculture qui font un usage intensif de ce qui ne coûte rien, l'énergie solaire, le carbone du gaz carbonique, l'azote de l'air, les éléments minéraux du sous-sol, les abeilles et autres, on pourrait dire elle n'est pas coûteuse, au moins, y compris même en termes monétaires. Alors, il y a quand même une nuance à apporter, c'est que cette agriculture, pour effectivement respecter l'environnement, la biodiversité, nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière, il faut des rotations longues, il faut peut-être des associations de culture, il faut peut-être associer agriculture-élevage, il faut des systèmes de production beaucoup plus diversifiés, et là, c'est la résurgence d'une biodiversité domestique et sauvage. Bref, c'est une agriculture qui n'est plus industrielle, qui est artisanale, qui est exigeante en travail, qui est intensive en emploi, ce qui est loin d'être idiot, parce que justement, il faut promouvoir, y compris chez nous, on a signalé le taux de chômage, mais alors dans un grand nombre de pays où les gens quittent prématurément l'agriculture pour rejoindre des bidonvilles, c'est encore beaucoup plus grave. Mais donc, il faut promouvoir cette agriculture artisanale intensive en emploi. Mais y compris, ça me permet de répondre à une question de Hadi dans le chat, à savoir, bah oui, mais comment peut-on éventuellement remettre des gens au travail agricole? Alors attention, en France, il y a quand même beaucoup de jeunes qui essayent de s'établir, souvent en périphérie des villes, dans des systèmes qu'on dit tantôt permacoles, en tout cas inspirés, des systèmes de production inspirés de l'agroécologie, des gens qui arrivent avec peu de capitaux, peu de terrain et autres. Mais très clairement, on ne parviendra pas à promouvoir ces nouvelles formes d'agriculture si ce n'est pas le travail qui est rémunéré. Et donc, il nous faut créer les conditions d'une rémunération décente de gens qui pratiqueraient ce travail. Alors évidemment, ça renchérit quand même si l'énergie solaire, etc., ne coûte pas rien. Alors, ce qui coûte pour avoir accès à l'énergie solaire, c'est l'accès au terrain. Hein, et l'accaparement de terre, c'est franchement pas génial. Hein. Le capitalisme, dans le sens je m'accapare les terres et du coup j'aurai accès à l'énergie solaire, c'est pas convenable. Hein. C'est bien l'agriculture familiale qu'il faut promouvoir avec des gens qui vivent de leur propre travail et qui soient correctement rémunérés en pratiquant les systèmes de production plus artisanaux, intensifs en travail. Mais du coup, le prix du produit agricole vendu, de la nourriture, sera plus cher. Et j'entends dire, moi, y compris encore aujourd'hui, des ministres de l'Agriculture me dire, mais oui, monsieur Fumier, il y a bien une agriculture biologique pour ceux qui ont un pouvoir d'achat, les gens, les consommateurs, ils sont prêts à acheter plus cher un produit qui sera qualifié de sain parce qu'il y a une certification par une tierce partie, parce qu'il y a un label et autres. Et puis, il y a aussi une production de masse pour les couches les plus modestes. Alors moi, l'idée qu'il y aurait une agriculture biologique labellisée et coûteuse pour des bourgeois bohèmes et les antibiorésistances et les perturbateurs endocriniens pour les couches modestes, je m'insurge. Non, il faut que le bon produit issu d'une agriculture artisanale, rémunérant correctement un nombre croissant d'agriculteurs,
pouvant vivre dignement de leur travail. C'est ça qu'il faut bien mettre en place. Et ben moi, je serais assez volontiers d'accord avec l'idée que les agriculteurs qui pratiquent cette forme d'agriculture, on dit qu'ils ont séquestré du carbone dans les sols, ils ont émis moins de gaz carbonique, moins de méthane, moins de protoxyde d'azote. Vous savez que l'agriculture française, c'est le protoxyde d'azote, la principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique, c'est qu'on n'ait pas les engrais azotés de synthèse. Ben allons-y, plus d'engrais azotés de synthèse, menons des légumineuses dans nos rotations, mais alors évidemment, ça va être de nouveau exigeant en travail. Mais rémunérons ces services environnementaux. La séquestration de carbone. Vous mettez des légumineuses dans vos rotations, vos assolements, vous nous évitez des importations de soja, tourteaux de soja transgéniques en provenance des Amériques, vous nous évitez des importations de gaz naturel russe ou norvégien pour fabriquer des engrais azotés de synthèse très émetteurs de protoxyde d'azote. Mais attendez, c'est conforme à la COP21, c'est un service d'intérêt général, mais je vous paye. Vous mettez des infrastructures écologiques qui vont héberger des chauves-souris, des coccinelles qui vont neutraliser les pucerons, les carabes qui vont neutraliser les limaces, les mésanges qui vont s'attaquer à l'arbre du capocaps, vos pommes n'auront pas de verre et ne seront pas saupoudrées de pesticides. Mais attendez, moi je vous rémunère. Si les subventions de la PAC, ce qu'on appelle les aides de la politique agricole commune, les agriculteurs, vous êtes des mendiants, vous avez besoin d'être aidés, et puis avec vos aides, vous avez pollué le littoral breton, vous mettez des nitrates dans la nappe phréatique, etc. Il faut arrêter avec ça. Non, vous prêtez des services environnementaux d'intérêt général, on vous rémunère, c'est le travail qui est rémunéré pour des services d'intérêt généraux. C'est évidemment le contribuable qui va payer, mais c'est, je vous signale, le total des subventions que nous payons déjà. Et puis alors dans les pays du Sud, notamment les pays déficitaires, alors là il y a urgence effectivement d'enrayer l'exode rural et de voir les gens ne pas partir directement dans les bidonvilles tenter de traverser le désert libyen, la Méditerranée, mais écoutez, ces pays aient le droit de protéger leur agriculture par des droits de douane conséquents, sachant qu'avec les droits de douane, on peut créer des emplois en ville pour que des gens qui sont au chômage dans les bidonvilles puissent, agriculture urbaine, périurbaine, inspirée de la permaculture, puissent à la fois trouver un revenu et produire de la nourriture pour les gens urbains à côté. Mais autorisons les pays du Sud à protéger leur agriculture vivrière par des droits de douane, utilisons ces droits de douane pour créer des emplois dans les villes et les périphéries des villes, et ça peut être des emplois agricoles, et nous, écoutez, France, Europe, on va cesser d'exporter du blé tout venant avec des agriculteurs qui sont subventionnés en proportion des surfaces, ce qui est dramatique, c'est pas l'emploi qu'on subventionne en France avec la politique agricole commune actuelle, mais c'est l'agrandissement des exploitations. On va cesser d'exporter nos produits bas de gamme, vous savez, les poulets de 40 jours, riches en antibiotiques, la poudre de lait, ce n'est pas l'appellation d'origine contrôlée, pour ruiner les gens qui travaillent encore à la main ou à la culture attelée là-bas. Non, on va arrêter ce désastre. Et les terres qui seront libérées parce qu'on va produire, tu sais ce qu'on va produire? Des légumineuses, les luzernes, les trèfles, les sainfoins, les lotiers, la févrole, les substituts du soja, le pois fourragé, la luzerne, le lupin, les lentilles, les haricots, les petits pois riches en fibres, moins de cancer du côlon. En France, et l'Europe de l'Ouest, l'Europe tout court d'ailleurs, les 27, pourquoi sommes-nous déficitaires pour les 2/3 de l'importation de protéagineux en provenance des Amériques transgéniques de surcroît? Brésil, Argentine, Uruguay, États-Unis. Pourquoi en France, on ne pourrait pas libérer des terrains, ne pas exporter vers les pays déficitaires nos produits bas de gamme et ces pays retrouveraient leur souveraineté alimentaire et nous retrouver notre souveraineté protéique? On produirait en France, sur le territoire français, des légumineuses françaises pour nourrir des animaux français et des gens français avec des luzernes qui intercepteraient l'azote de l'air français. Vous allez me dire, plus franchouillard que Zemmour, je ne fais pas mieux. Mais je fais mieux, mais ce n'est pas du tout franchouillard. Quand je suis au Brésil et que je fais cette provocation, les Brésiliens me disent qu'ils ne sont pas fiers, mais pas fiers du tout, de produire du soja pour nourrir nos cochons, me disent-ils, du tourteau de soja pour produire nos ruminants. Ils préféraient, eux, avec leur soja, nourrir des Brésiliens. Parce que les Brésiliens qui désherbaient, qui ont été remplacés par du désherbant et qui aujourd'hui sont dans les bidonvilles, ce sont ces gens-là qui ont faim. Mais ce n'est pas parce que le Brésil ne produit pas assez. Le Brésil exporte son maïs, il exporte son soja, il exporte ses agrumes, il exporte sa viande, mais il exporte vers les gens riches. Et les pauvres Brésiliens n'ont même pas accès à une nourriture excédentaire du Brésil. Je veux dire, c'est quand même les écarts de revenus à l'échelle mondiale auxquels il faut mettre fin. On va cesser de concurrencer des gens qui travaillent à la main pour les ruiner définitivement et les contraindre à l'immigration. On va autoriser les Brésiliens à diversifier leur rotation, leurs assolements et autres avec des techniques agricoles qui ne sont pas celles du glyphosate. Je peux vous assurer, il nous faut remettre en cause les accords internationaux, que l'Europe ne signe ni le Mercosur, pas ratifier le CETA, pas négocier de TAFTA, autoriser les pays du Sud à se protéger et ne pas signer les accords de partenariat économique que propose l'Union européenne. Et cette espèce de souveraineté protéinique qui
souveraineté de cours alimentaire, et chez nous, en Europe, l'urgence de la souveraineté protéinique, ce n'est pas un repli sur soi. C'est gérer en circuit court le cycle du carbone, la photosynthèse, le cycle de l'azote, les légumineuses, remettre les animaux sur la paille, le carbone de la paille et l'azote de l'urine vont fabriquer du fumier, ça va retourner au sol, ça va fertiliser le sol en humus, et l'azote et le phosphate ne vont pas irriguer des algues vertes sur le littoral breton. Gérer en circuit court le cycle de l'eau, alors on en a trop peu parlé, mais c'est décisif, hein, c'est l'eau de pluie dont il va falloir faire l'usage le plus parcimonieux, et c'est l'eau de pluie qui nous est donnée gratuitement, c'est pas celle qui pompe dans les nappes phréatiques ou dans les rivières pour tuer les poissons au moment de l'étiage, du débit, enfin je veux dire, il faut arrêter ça. Mais donc, il faudra être très prudent. Mais c'est l'agriculture diversifiée, la plus résiliente d'ailleurs pour les revenus des agriculteurs, ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, dit les élevages paysans. Enfin, je veux dire, on ne manque pas de solutions techniques, mais vraiment, il nous faut remettre tout ça en cause, rémunérer le travail pour les services d'intérêt généraux. Évidemment, j'entends que les lobbies, on peut citer quelques noms propres, hein, Monsanto, Bayer, Limagrain, Cargill, etc., ne sont pas complètement d'accord avec moi. Donc, bon, il suffit de mettre fin à ces lobbies et on va gagner. Merci. Je vais laisser la parole à Isabelle Delannoy pour cette deuxième question. Et après, on passera aux questions de... Enfin, on a déjà un peu répondu à quelques questions des internautes et on va continuer à y répondre. Je vous remercie. Alors, moi, j'aimerais quand même mettre fin à l'idée que l'écologie coûte forcément cher et qu'elle va être payée par le public. Parce que tous les modèles que j'observe ne sont pas cela. Et il faut vraiment penser que tous les modèles de la transition dont j'ai parlé arrivent à trouver une survie économique dans un système où ils n'ont aucune subvention, ce qui n'est pas du tout le cas de l'économie traditionnelle et notamment des grands groupes, aucune subvention déguisée, aucun avantage fiscal, et aucun accès au marché par la publicité, etc., parce que c'est des moyens qui coûtent cher et qu'ils n'ont pas. Et pourtant, ils arrivent à survivre, parce que justement, ils trouvent des moteurs de rentabilité complètement différents. Tant qu'on reste dans notre modèle satisfaire les besoins humains, on est obligé en fait de faire du mal, d'extraire sur la planète et qu'on ne peut pas faire autrement, eh bien, on est dans ces modèles de régénération dont je parlais tout à l'heure, eh bien forcément, on provoque des dégâts qu'il faut réparer. Et tant qu'on est dans ces modèles-là, on a une idée que ce ne sont pas des forces les forces écologiques ne sont pas des forces de production, elles sont des centres de coûts. Eh bien, en fait, il faut transformer ces centres de coûts centre de ressources. Et politiquement, je suis malheureusement assez désespérée aujourd'hui, depuis 50 ans, des politiques nationales qui ont échoué en fait par rapport à ces questions. Par contre, moi, je suis extrêmement encouragée par les politiques municipales. Nous parlions de l'alimentation. Eh bien, nous avons des communes en France qui ont fait des régies municipales alimentaires, pris des terres agricoles, municipales, qui les ont transformées en terres agricoles, qui ont utilisé leur cantine pour faire marché, pour pouvoir donner un marché à ces paysans qui peuvent être soit des paysans indépendants à qui on achète la production, soit des paysans même salariés par la commune, ou alors des systèmes coopératifs par les habitants, ça c'est plus rare, mais ça existe. Et finalement, le coût de l'alimentation dans les cantines a baissé. Pourtant, c'est une nourriture bio, une nourriture locale, cueillie à point. Et comme ce qui se passe, c'est que l'été, les écoles sont vides et que les champs sont pleins, eh bien, ça conduit à faire des légumeries, des conserveries et à faire de la production locale et même une gastronomie locale et à créer de nouveau des emplois. Et à chaque fois, on a pour un coût inférieur des emplois de meilleure qualité avec des aliments de meilleure qualité et un nombre d'emplois créés pour un coût inférieur. Le problème, c'est d'arriver à faire des circuits courts. Ce qui nous coûte très cher, c'est l'ensemble des intermédiaires. Aujourd'hui, on doit absolument relocaliser les besoins essentiels. Par exemple, et les acteurs des villes, les villes peuvent devenir vraiment des acteurs économiques, des co-investisseuses, des coproductrices.
C'est le cas des régies alimentaires, mais je vous donne un autre exemple. Un exemple d'un écosystème hydrogène en Bretagne. L'hydrogène vert est réputé absolument non rentable. Dans cet écosystème qui conduit d'ailleurs à une société de territoire où peuvent investir les habitants, les communes, les entreprises, eh bien, elle est née du besoin de certaines communes dont la charge de carburant était devenue la première charge municipale. La première charge municipale. Pourquoi? C'est des toutes petites communes où ils avaient beaucoup de seniors et beaucoup de personnes éloignées de l'emploi à cause de la mobilité. Eh bien, ils ont proposé une solution de mobilité partagée, payée au départ par la mairie, mais avec des voitures assemblées sur place et des batteries hydrogène. Les électrodes hydrogène, quand vous les mettez dans de l'eau de pluie ou parce qu'ils ne veulent pas utiliser dans des eaux de l'agroalimentaire ou des eaux agricoles, vous avez des produits différents qui peuvent être, par exemple, pour servir d'engrais pour les sols. Ça produit de l'oxygène. Ils se demandent s'ils ne vont pas dépolluer la baie de Saint-Brieuc grâce à l'oxygène qu'ils produisent. Aujourd'hui, en fait, c'est un ensemble de petites communes, de grandes communes, de la région, des universités pour former, des petites entreprises, des grosses entreprises, des startups, qui fait un écosystème total et qui est en train de monter une société pour que tout le monde investisse et se branche aux énergies renouvelables. Ils font un hydrogène vert qui a été rentable en 3 ans. Parce qu'ils sont partis des besoins et parce qu'ils cherchent le système de la valeur créée, pas seulement le prix de l'hydrogène. C'est tous les coproduits qui sont créés. C'est logique. Par exemple, on a des voitures aujourd'hui. On a des voitures qui sont à la fois biomimétiques, elles s'inspirent du vivant dans leur résultat, elles changent la façon de répondre aux contraintes mécaniques, elles diminuent le châssis métallique et en plus, elles les font de pensée modulaire. Je parlais pour mon smartphone tout à l'heure. Et elles font une carrosserie en biomatériaux. Eh bien, le retour sur investissement de ces voitures où il y a tellement moins de pièces à assembler qui fait que ça peut être dans des hangars de 3000 m², moins cher par la main-d'œuvre humaine, même en Suisse, que la main-d'œuvre en Europe centrale ou en Chine, fait que, en fait, on peut avoir de l'emploi local, la voiture locale, et que si, comme cette société territoire, si on fait aux habitants, on peut même avoir le retour sur investissement des revenus d'investissement pour la population et pour les communes. L'écologie coûte très cher quand elle veut réparer le système existant. Lorsqu'on change le moteur productif, lorsqu'on pense local, que ce soit pour les biens d'équipement, l'énergie, l'alimentation, eh bien, on peut en faire des moteurs de productivité, des moteurs sources et passer de cette croissance dégénérative qui est la nôtre et qui nous coûte très cher et qui nous emmène dans le mur à une croissance régénérative. On a besoin des États pour pouvoir irriguer localement, ou de l'Europe, pour pouvoir irriguer localement un développement des collectivités urbaines vers ces systèmes productifs. Et ensuite, leur permettre en fait de faire ces systèmes productifs de territoires régénératifs de leurs ressources. La dernière chose, c'est, quand je dis faire des centres de coûts, transformer les centres de coûts en centres de ressources. Aujourd'hui, tout le métabolisme urbain, c'est un centre de coûts pour épurer les eaux. Alors que l'eau, c'est la source de la vie. C'est considéré comme des déchets, que ce soit les eaux de pluie ou les eaux usées par toutes les communes. C'est un vrai problème. Eh bien, lorsque vous faites une centrale d'épuration végétale, ça vous donne un parc pour les habitants, avec des joncs, avec des roseaux, avec des iris, avec des nénuphars, avec des cascades, avec des fontaines, avec des pivers, où vous pouvez manger, vous retrouver, où vous pouvez faire votre activité de yoga, des activités économiques, où des gens peuvent venir faire entraîner, faire du sport, etc. le printemps, l'été, et en même temps des activités récréatives. Et ça coûte 50% moins cher que les centrales d'épuration classiques à la conception
et à l'usage. C'est des emplois verts. C'est des emplois verts où, pour 100 000 € de chiffre d'affaires dans ce type d'emploi, dans ce type d'industrie, eh bien, vous avez 1,4 emplois créés contre 0,4 en moyenne dans l'économie. C'est-à-dire que non seulement ça coûte moins cher à la collectivité, mais ça crée plus d'emplois. Donc, je voudrais vraiment qu'on renverse cette idée, mais vraiment, que l'écologie est un coût et que l'écologie doit être forcément supportée par le service public. Elle doit être supportée par le service public pour la transition. Mais en réalité, c'est des systèmes qui sont beaucoup moins capitalistiques. Et c'est pour ça que la transition, en fait, arrive à survivre, parce qu'elle est beaucoup moins capitalistique. Et en fait, elle est très rentable une fois qu'elle est mise en place. Merci. Alors, je vais venir maintenant à des questions des internautes. Alors, il y a une question sur l'énergie. Donc, on a 2-3 personnes qui ont mentionné l'énergie dans leurs mots-clés sur les questions qui sont posées. L'un qui alerte sur l'utilisation de la 5G et de sa gourmandise en consommation énergétique et qui pose la question, est-ce qu'on ne doit pas, préalablement à l'utilisation de nouvelles technologies, justement s'intéresser à la sobriété énergétique préalable de ces nouvelles technologies. Et l'autre qui est un petit peu à l'inverse, qui dit que, enfin, d'abord qui défend plutôt le mode électrique comme un moyen, un outil pour assurer la transition écologique. Et donc, j'ai envie de peut-être synthétiser ces deux questions en une seule. Donc, la synthèse, ça serait celle-là. Est-ce que l'énergie, en fait, la question de la sobriété énergétique, c'est pas un petit peu comme la question de la croissance ou de la décroissance? Est-ce qu'il n'y a pas certaines formes d'énergie qu'il faut rendre très sobres, et notamment celles qui sont carbonées, qui sont susceptibles du réchauffement climatique? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui sont à développer, et notamment celles décarbonées, qui nous permettent de répondre aux besoins énergétiques nouveaux? Je pense par exemple à l'usage des voitures électriques, même si c'est très discuté, des trottinettes électriques, d'un certain mode d'usage qui risque d'amener à des modes de consommation un peu développés. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander peut-être à un ou une intervenante de répondre à cette question, pas forcément les 4, parce que le temps tourne. Donc, qui veut répondre sur cette question de l'énergie? Je veux bien dire un mot très très rapidement parce qu'en plus je dois malheureusement vous abandonner juste ensuite, je suis désolé. J'avais un autre engagement. Donc juste sur la question de l'énergie, en effet, bon, ça soulève la question très compliquée en France du nucléaire et donc du modèle énergétique que l'on veut. Bon, faire du tout électrique partout, c'est peut-être pas la seule solution. Effectivement, il faut électrifier un certain nombre de choses, notamment dans les transports, mais il y a aussi d'autres solutions. Par exemple, on sait que pour les poids lourds, hein, qui représentent aujourd'hui une part considérable de la pollution liée au transport, en consommation énergétique, c'est pas possible. Donc, il faut se tourner peut-être plutôt vers de l'hydrogène vert quand on peut, parce qu'au moins, ça peut faire rouler des poids lourds. Il faut pas négliger, par exemple, on parlait de la rénovation énergétique des bâtiments, et il faut pas négliger tout ce qui peut se faire avec le biométhane et voilà, qu'on peut récupérer justement aussi de l'agriculture. Donc, ça fait d'autres sources. Et puis, alors, Marc Dufumier hoche la tête, il n'est peut-être pas d'accord. Voilà, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, j'entends que plusieurs souhaitent se tourner vers un peu plus d'utilisation du biogaz, et notamment via le méthane. Donc, et puis surtout, on a quand même des potentialités incroyables qui ne sont pas exploitées pour poser
Par exemple, il est interdit dans un certain nombre de friches industrielles, notamment celles qui sont en bord de mer, y compris dans des bords de mer pas du tout utilisés, de poser des éoliennes, des panneaux solaires. Donc il y a des petites législations comme ça à faire évoluer. C'est anecdotique, mais il faut quand même pouvoir voilà, rénover des friches industrielles avec des panneaux solaires, avec des éoliennes parfois, sans détruire tous les paysages non plus. Enfin bon, c'est une question compliquée, mais il y a des solutions. Et là encore, juste une petite remarque, les Chinois ont réussi à créer en moins de 10 ans les premiers groupes en matière d'éolien et de solaire. Pourquoi? En partie parce qu'ils disposaient via leur banque publique nationale et via leur banque centrale nationale de crédits absolument illimités pour développer ces groupes-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont les premiers réseaux de transport vert, ils ont les premiers groupes dans l'éolien, ils ont les premiers groupes dans le solaire. Donc à force, de nous priver des outils, notamment en interdisant les aides d'État, parce qu'aujourd'hui, c'est fantastique, on interdit les aides d'État aux entreprises de la transition écologique, et notamment à l'éolienne et au solaire. Eh bien, si on continue à s'empêtrer nous-mêmes avec nos propres règles, il ne faudra pas s'étonner que ça se fasse chez les autres et pas chez nous. Voilà, je ne suis pas plus long et je suis navré, je vais devoir vous quitter. Merci beaucoup pour cette discussion. Merci à vous. Je veux bien dire un mot sur l'énergie, parce que je pense qu'effectivement, c'est une question qui est importante, parce qu'on parle souvent de transition écologique, transition énergétique. C'est un débat qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à avoir sereinement en France. Je rappelle quand même que, alors déjà au niveau, l'énergie, c'est effectivement lié au réchauffement climatique, aux émissions de gaz à effet de serre. Il y a des questions qu'il faut voir au niveau mondial, hein, c'est-à-dire, je rappelais tout à l'heure qu'il y a quand même encore 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie sur la planète, donc qui ont des espérances de vie plus courtes. Enfin, voilà, par exemple, quand il faut aller chercher le bois pour faire le feu et que c'est des enfants qui ne vont pas à l'école, on a encore des choses comme ça dans le monde. Et qu'en France, on a 13 millions de précaires énergétiques, c'est-à-dire que c'est un chiffre qui est en augmentation. C'est-à-dire 13 millions de gens qui ne peuvent pas accéder à l'énergie de façon correcte. Alors, bien évidemment, hein, on a parlé de beaucoup de choses. Hein, moi, je préfère parler d'efficacité énergétique, c'est-à-dire comment on isole les bâtiments, comment on développe les transports collectifs. Après, la question, c'est quel bouquet énergétique, quel mix énergétique on utilise. Et si on veut répondre aux défis qui nous sont posés, la question, c'est bien de faire en sorte qu'on remplace des énergies carbonées par des énergies décarbonées, c'est-à-dire qu'on arrive progressivement à substituer le pétrole et puis y compris les gaz par des énergies décarbonées. Donc, dans les énergies décarbonées, en France, il y a l'hydraulique, bien sûr. Il y a les énergies renouvelables qu'il faut faire monter en puissance, et différentes formes. Hein, je pense aussi aux pompes à chaleur, des choses comme ça. Et puis, on a l'énergie nucléaire. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, comme le GIEC d'ailleurs, que si on veut arriver à répondre à tous les défis qui nous sont posés, et en particulier le réchauffement climatique, ça n'attend pas. Plus on attend et moins on arrivera à bouger le bateau, comme ils le disent, eh bien, on doit continuer à utiliser la production d'énergie nucléaire, qui est une énergie qui n'émet pas de CO2, de gaz à effet de serre. Et une question aussi par rapport à ça, parce que je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important. Il faudrait d'ailleurs qu'on puisse arriver à avoir ces débats de manière sereine en France, mais c'est la propriété des entreprises. C'est-à-dire que je pense que des secteurs tels que les secteurs énergétiques, on ne peut pas les laisser au marché, ce n'est pas possible. Il y a des enjeux trop forts. Donc la question d'avoir des services publics ou des pôles publics ou tels que le porte mon syndicat ou d'autres partis politiques, c'est une question qui est extrêmement importante, hein, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les déréglementations qui sont menées par la Commission européenne sur les entreprises dites de réseau, que ce soit le transport, les télécoms ou l'énergie, elles ont comme objectif de passer de monopoles publics à des monopoles privés, parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Et donc, je pense que la question
de la propriété de ces entreprises, elle est extrêmement importante. Je ne parle pas, moi, d'une étatisation, je parle d'un pôle public, d'une appropriation sociale de ces secteurs, avec les citoyens, les salariés, les collectivités locales, les élus pour leur mot à dire dedans. Et je voulais en profiter pour dire qu'aujourd'hui, le projet Hercule du gouvernement poussé par la Commission européenne est extrêmement dangereux parce qu'il signerait la fin d'EDF et la fin du service public de l'énergie. Merci donc pour les réponses à cette question. On avait deux questions qui sont revenues sur la question du PIB comme indicateur pour mesurer donc, la richesse des pays. Donc une première question qui demandait donc est-ce qu'on ne devrait pas avoir un autre indicateur que celui de la notion même de PIB. Et on nous demandait est-ce qu'il ne serait pas plus utile d'utiliser l'indice de développement humain plutôt que le PIB comme indicateur. Je ne sais pas si peut-être Marc Dufumier ou Isabelle Delannoy, vous voulez répondre à cette question. Oui, rapidement, oui, effectivement. L'idée, c'est de ne pas avoir qu'un seul indicateur et l'indice de développement humain est déjà une façon d'agréger plusieurs critères qui ne sont pas donc que monétaires et dans lesquels il y a effectivement des critères, aussi la démographie, des critères de bien-être. Je veux dire, c'est un des indicateurs qui fait progresser quand même la réflexion, effectivement, pour qu'on ne dépende pas que du produit intérieur brut et du revenu national net mesuré en termes monétaires. Maintenant, on pourrait aller encore plus loin parce que quand il y a des atteintes, des coûts, notamment à la biodiversité, la question de savoir si ces atteintes à la biodiversité, si c'est réversible, irréversible, et comment mesurer l'irréversibilité dans des indicateurs de cette chose, là, ça devient singulièrement difficile. Mais je crois que c'est clair, si on souhaite maximiser, optimiser le bien-être pour l'immense majorité des gens dans une nation, il se faut prendre en compte toute une batterie de critères, et sachant même que dans l'appréciation du bien-être, il y a des aspects culturels et qui dépendent. Ce ne seraient pas les mêmes critères d'une nation à une autre. Donc, l'indice de développement humain, oui, un réel progrès, mais on peut encore mieux faire. Isabelle Delannoy, je ne sais pas si vous voulez réagir sur cette question ou même sur la question précédente, sur la question de la transition énergétique. Alors, je vais peut-être répondre à la question, je suis complètement d'accord en fait avec Marc Dufumier, c'est-à-dire que c'est très bien l'indice de développement humain, mais il n'est pas suffisant en fait. Et je crois que le PIB vient aussi, le PIB est monétaire, et il vient du fait que dans la comptabilité, et on en parlait un peu avant, on ne mesure que la régénération des euros. Vous regardez votre retour sur investissement que des euros en fait. Ce qu'on appelle la rentabilité, c'est juste la rentabilité monétaire. Vous mettez vous investissez, vous mettez des euros en fait dans une activité, vous regardez si elle vous rapporte au moins autant et sinon plus en fait. On doit faire la même chose avec les facteurs écologiques, les autres facteurs de production autres que financiers, les facteurs écologiques, les facteurs sociaux, la qualité sociale, même les facteurs individuels. Amartya Sen parle des capacités humaines et de la régénération de ces capacités, c'est-à-dire le fait de pouvoir choisir sa vie, le niveau d'éducation, le niveau d'accès aux ressources, etc. Et même la régénération économique de vos parties prenantes. Et bien, tant qu'on n'aura pas en fait des indicateurs pour ces régénérations-là, et qu'on aura des indicateurs que pour les régénérations monétaires, on sera toujours bloqué en fait au niveau des indicateurs globaux. Alors, heureusement, la finance bouge. Aujourd'hui, les fonds à impact, et notamment les fonds à impact socialement responsables, sont en pleine croissance. Aujourd'hui, ils ne savent pas bien mesurer en fait réellement les impacts et il y a un gros mouvement sur les indicateurs. Et donc, on peut espérer que ce gros mouvement sur les indicateurs qui engendre de la recherche, en fait, une recherche nouvelle, eh bien, puisse aussi, j'espère bien parce que ma connexion est instable, puisse aussi alimenter les indicateurs globaux. On en a déjà, les ODD sont
donc les objectifs du développement durable, sont en vraie croissance aussi au niveau pour mesurer en fait la performance, on va dire, d'une entreprise, mais pas une performance seulement financière, une performance humaine, sociale, écologique. Sur la question de l'énergie, je crois en effet là aussi qu'on doit vraiment changer de logiciel et comme on disait tout à l'heure, c'est d'abord réduire. Et réduire notre consommation énergétique, mais surtout la consommation énergétique qu'on produit, nous les humains, pour alimenter nos machines, parce que finalement c'est celle-là qui a de l'impact. Je pense que Marc Dufumier sera d'accord, c'est que lorsque les végétaux sont d'énormes consommateurs d'énergie, mais simplement ils les transforment en externalités positives, en impact positif. Ils vont donner de la nourriture, ils vont donner de la matière, ils vont donner de l'ombre, ils vont donner des parfums, ils vont donner des mouvements, ils vont donner des couleurs, ils vont donner énormément des services d'épuration de l'eau. Donc voilà, donc tout ça déjà, dès qu'on fait intégrer le vivant pour les activités qu'il sait faire et qu'il sait faire d'ailleurs mieux que nous, on a déjà tout ce pan de consommation énergétique qu'on évite. En plus, on crée de la matière qu'on va pouvoir utiliser, des déchets bois pour élaguer les arbres, etc. Mais il ne faut pas que ça devienne une ressource minière. Il ne faut pas qu'on en profite pour tailler ces végétaux plus vite qu'ils ne se renouvellent. Donc, c'est un équilibre comme ça. Donc, et en plus, par exemple, les toits végétalisés ou même ces jardins de pluie dont je parlais tout à l'heure, dès que vous avez du végétal en ville de bonne qualité, vous avez besoin de climatisation, par exemple. La circulation en voiture diminue aussi, là où on a mesuré ça, là où c'est dense, le végétal est dense, dans des villes pourtant très urbanisées. On a vraiment une diminution de la circulation automobile, une diminution des charges de carburant. Ça change les comportements. Donc ça, c'est très important. C'est ces effets synergiques. Ensuite, ça ne sert à rien de produire l'électricité pour faire de la chaleur. Il faut aller chercher de la chaleur pour produire de la chaleur. Il faut aller chercher de l'électricité pour votre ordinateur. Donc, et lui, votre ordinateur ou les serveurs qui sont en train de ronronner là en ce moment pendant qu'on parle, eux, ils produisent de la chaleur qu'on peut alimenter dans des réseaux de chaleur. Voilà. Donc, il faut une diversité de sources énergétiques qui correspondent aux besoins. Et il faut surtout penser aussi le fait que l'unité d'énergie produite, combien de services comme ça elle va pouvoir rendre. Mon unité électrique produite pour alimenter mon ordinateur, justement, qui puisse aussi alimenter la chaleur d'un logement, que ce soit par les serveurs ou par lui-même, si la maison est assez bien isolée. Un autre facteur extrêmement efficient sur l'énergie, c'est la mutualisation. Et on pense beaucoup isolation des logements, on ne pense pas beaucoup mutualisation, les espaces de coworking. Vous avez des architectes, je pense par exemple à Eric Cassard, qui a développé Habiter l'infini. C'est un ensemble en fait d'espaces individuels, d'espaces mutualisés, qui fait que vous avez l'impression d'habiter 1000 mètres carrés. Même si votre logement individuel est beaucoup plus petit, il a les fonctions essentielles, mais vous mutualisez des espaces que seuls vous ne pourriez pas avoir. Et ce faisant, on observe des diminutions énergétiques avec un confort supérieur. Voilà. Donc, cette question de l'énergie, c'est un peu comme tout à l'heure, ce que je voulais essayer de dire, c'est qu'il faut la regarder par tous les angles. Moi, c'est en tout cas ce que je prône beaucoup, parce que telle qu'on la regarde aujourd'hui, elle est limitante. On veut trop substituer, alors qu'on a de l'énergie en fait partout et qui est de formes multiples. Merci. Alors, une dernière question, peut-être pour vous encore, Isabelle Delannoy, si vous voulez bien conclure. Une question de Roland qui nous dit que les pays riches et développés sont en train d'imposer leur propre schéma de développement aux autres pays de la planète et qui pose la question justement, est-ce que c'est pas là le problème, ces inégalités un petit peu qui sont moteurs de crise écologique? Alors ça, c'est très clair. Je pense qu'on a un problème de la pensée extractiviste, impériale, il faut le dire, pyramidale, qui a envahi l'Europe déjà depuis à peu près 5000 ans, progressivement, et qui maintenant a envahi le monde. Donc, c'est quand même une catastrophe. Moi, ce que j'observe par contre dans les modèles de transition en fait, qui forment cette économie très, très cohérente, en réalité, ils ont émergé partout dans le monde.
Ils ont émergé dans des pays riches, dans des pays pauvres, dans des zones urbaines, dans des zones rurales. L'agroécologie est extrêmement efficace en Afrique, par exemple, parce qu'elle elle va renourrir les sols. Enfin, quand on parlait du rendement x3 avec les arbres, dont j'ai oublié le nom de l'espèce, mais voilà, on a ça. Les jardins filtrants dont je parlais tout à l'heure, c'est drôle parce qu'ils se développent autant dans les bidonvilles que dans les quartiers fermés, les quartiers sécurisés fermés, extrêmement huppés. Pourquoi? Parce que c'est les plus beaux et c'est les moins chers. Donc, on a vraiment quelque chose de très, très différent. Et aujourd'hui, c'est ça qui est bien. Moi, je vois, j'ai des gens en Amazonie, au Bénin, dans la Drôme, qui se reconnaissent de l'économie symbiotique. C'est étonnant, en fait, ou le modèle hydrogène dont je parlais de Bretagne tout à l'heure. Donc, moi, j'espère, hein, mais je suis une éternelle optimiste, qu'on passe une nouvelle ère et un vrai changement de civilisation, justement, qui est en fait une troisième voie entre la pensée indigène et la pensée extrêmement écartée de la nature, qui en fait est séparée de nous que dans notre langage, finalement. Et on est en train j'ai l'impression qu'on a peut-être la possibilité, parce qu'en ce moment c'est dur, hein, ça se radicalise de partout, mais on a peut-être la possibilité d'ouvrir une troisième voie. Merci. Je te laisse donner la parole peut-être, Marie-Lou, Lou, aux dernières conclusions. Oui, donc déjà Marie-Claire Caïto et Marc Dufumier, peut-être que vous voulez réagir sur cette dernière question de l'imposition d'un modèle ou non, impérialisme vert ou non, et comment peut-être voilà, créer cette troisième voie, si vous voulez réagir là-dessus. Et puis sinon aussi, vous laissez la parole peut-être pour un mot de conclusion sur ce webinaire. Marie-Claire Caïto, si vous voulez prendre la parole, allez-y. Peut-être donner la parole à Marc Dufumier, j'ai des petits soucis de son. Là. Allez-y, Marc Dufumier. Je crois que Marie-Claire Caïto a des soucis de son, donc si vous voulez prendre la parole en attendant, allez-y. Ok, oui. Non, en fait, il est clair que les problèmes sont hautement politiques et on a en face de nous des forces qui sont celles qui ont du capital et l'investissent pour un taux de profit. Hein, c'est pas... Et ce qu'on cherche à résoudre, c'est à la fois le revenu de gens qui travaillent, souhaitent améliorer les revenus de leur travail et dans des conditions effectivement écologiques absolument soutenables. Moi, je dirais, est-ce que je suis optimiste ou pessimiste par rapport à est-ce qu'on va gagner face à ces forces extrêmement puissantes qui sont quand même devant nous? On n'a pas le droit de s'illusionner quand même. Hein. En face de nous, ils sont les lobbies, etc. Hein, c'est quand même eux qui décident de beaucoup. Et parfois, même des multinationales ont des budgets bien supérieurs au PIB d'un grand nombre de pays. Donc là, il ne faut surtout pas s'illusionner. Mais en ce qui me concerne, même quand je vois les forces en face, je vais vous dire, j'attends pas de savoir si je suis optimiste ou pessimiste pour rester mobilisé. Je crois qu'il nous faut rester mobilisé. Voilà, j'en suis là aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci à vous. Marie-Claire Caïto, peut-être. Excusez-moi, parce que j'ai eu des soucis de son. Oui, mais je pense qu'on est en train de traverser une crise qui a multi-facettes, hein, c'est-à-dire que c'est une crise sanitaire, une crise économique, une crise environnementale, bien évidemment, une crise sociale, une crise démocratique. C'est peut-être ce qui est le plus inquiétant d'ailleurs, parce que il me semble qu'aujourd'hui, on a quand même, alors je sors peut-être un petit peu du sujet, mais quand même un président de la République qui décide tout seul, sans s'asseoir, sans consulter son Parlement, c'est-à-dire les députés ou le Sénat. Et je trouve qu'on a une démocratie qui devient un peu malade et que c'est extrêmement inquiétant. Alors, je ne sais pas si c'est une troisième voie qu'il faut construire. Moi, je pense qu'on voit aujourd'hui que le système tel qu'il est, il nous envoie dans le mur, et ça, c'est certain que c'est mis en évidence aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer comme ça.
Après, moi, je pense que le système capitaliste peut très bien se transformer en capitalisme vert. Il a beaucoup de ressources. Il a beaucoup de ressources, c'est-à-dire qu'il peut exploiter justement comment dire, les inquiétudes tout à fait légitimes des gens sur les questions environnementales et écologiques et les instrumentaliser. Par contre, c'est plus compliqué sur les questions sociales. Je vais le dire avec mes mots, parce qu'au niveau du travail, enfin, y a un véritable antagonisme entre le capital et le travail. Et je pense que justement, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de mettre en visibilité le fait que les questions sociales et les questions environnementales sont étroitement liées, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus résoudre l'un sans l'autre. Il faut vraiment, pour résoudre les questions sociales, s'attaquer aux questions environnementales, mais aussi pour résoudre les questions environnementales, s'attaquer aux questions sociales. Parce que, je veux dire, tout à l'heure, c'est Marc Dufumier qui disait la nourriture saine, c'est plus cher. C'est souvent ce qu'on nous rétorque quand on dit on va relocaliser les productions en France. On nous dit ah, mais ça va être beaucoup plus cher, les gens qui ne vont pas se le payer. Alors, moi, il y a plusieurs réponses à ça. Déjà, la première chose, et c'est ce que j'ai essayé de développer tout à l'heure, si on internalise dans le prix du produit vraiment son vrai prix, c'est-à-dire tout ce que ça coûte. Je veux dire, quand on va, je veux dire, émettre des gaz à effet de serre, quand on va user les roues, quand on va, voilà, bon, déjà, on va avoir des prix qui vont être à peu près plus équivalents. Et puis après, si on produit plus localement, on va créer des emplois. Les emplois dans l'industrie, ce sont des emplois de gens qui sont mieux payés et plus stables que dans les services. Y compris, on peut d'ailleurs avoir des emplois plus qualifiés avec l'arrivée de nouvelles technologies. Donc, si les gens ils ont un travail qui est bien payé, et bien même si le produit est plus cher, ils pourront se le payer. Et c'est un cercle vertueux qu'on est en train d'engager avec ce genre de choses, vous voyez. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas sorti de la crise. Moi, je suis relativement inquiète de la manière dont on va en sortir parce qu'il y a beaucoup de souffrances psychologiques, mais aussi enfin, je ne sais pas si vous regardez tous les licenciements qui sont annoncés toutes les semaines, c'est faramineux. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais on a souvent parlé dans l'aéronautique ou dans l'automobile des grands groupes, et c'est tous les sous-traitants qui ont mis les pieds sous la porte pratiquement. C'est dramatique. Bon, on a des plans sociaux aujourd'hui, enfin, on passe à plans sociaux, mais c'est des plans de licenciement chez General Electric, chez Sanofi, chez Nokia, qui sont pourtant des secteurs qui n'ont pas du tout souffert de la crise du Covid. Ça veut dire qu'ils prennent comme prétexte la crise du Covid pour réorganiser et continuer à délocaliser. Les grands groupes continuent à avoir leurs plans. Donc, je pense qu'on va sortir de la situation avec une industrie en lambeaux, avec des taux de chômage très forts et avec un mécontentement très important. Donc, l'idée à ce moment-là, ça sera qu'il y ait des organisations syndicales, politiques, associatives, assez fortes, j'allais dire politiquement, pour que ces mouvements-là puissent donner un rapport de force suffisant pour qu'on puisse enfin changer de modèle de développement et changer de société. Et ça, moi, je reste, comme Marc Dufumier, toujours optimiste et je pense que de toute façon, les problèmes ne se résoudront que par la mobilisation des uns et des autres et qu'il n'y a pas qu'une petite pierre. Merci beaucoup pour cette dernière note un peu plus optimiste, en espérant effectivement que cette période nous permette d'enclencher cette transformation des systèmes productifs pour construire une vraie civilisation écologique, comme l'abordait le dernier numéro de Silomag. Et donc merci encore une fois à tous les trois et tous les quatre avec le départ de Nicolas Dufresne, mais merci donc pour vos interventions vraiment très riches sur voilà, tous vos domaines de compétences, de connaissances très, très variés, mais très complémentaires également. Et je vais laisser le mot de la fin à Alain Pagano. Merci. Eh bien, écoutez, moi, je voulais aussi remercier les intervenants pour leur participation. Dire que Silomag, donc, c'est un journal web en ligne, qu'il est disponible, vous avez les liens dans le chat, y accéder quand on veut, qu'il peut s'enrichir de contributions nouvelles, puisque l'avantage du web, c'est que, et le but de Silo, c'est de stocker des idées, de les rendre accessibles à tous. Donc, si vous avez des contributions
sur cette question écologique à faire ou sur d'autres sujets, vous pouvez solliciter la rédaction de Silomag. Je voulais terminer aussi les remerciements pour dire que ce numéro spécial sur la civilisation écologique donc, a été fait par la Fondation Gabriel Péri et la Fondation Rosa Luxembourg, et que ce webinaire a été fait par les mêmes intervenants, Fondation Gabriel Péri, Fondation Rosa Luxembourg, et aussi avec la contribution du Vent se lève, le média dont Lou est ici la représentante et que je remercie également. Merci à tous. On avait dit qu'on allait essayer de vous mettre en appétit avec des idées nouvelles. J'espère qu'on a réussi ça. En tout cas, maintenant, c'est l'heure d'aller se mettre en appétit tout court. Et donc, je vous souhaite un bon repas. À bientôt.